look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Bonjour à tous, c'est Lucas-Fille. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Aujourd'hui, nouvelle entrée dans notre hors-série et on va vous parler d'un film qu'on nous a réclamé dans les commentaires des précédentes vidéos, qui est Robin des Bois, Prince des voleurs, sorti en 1991 avec Kevin Costner et Alan Rickman. Le reste du casting est très bien, spéciale mention à Morgan Freeman, mais voilà, c'est le film de notre adolescence, hein Claire? Oh, je te confirme, c'était le poster dans ma chambre également. Je tiens quand même à signaler tout de suite que bizarrement, t'as cité, il y a plein de monde dans le casting, mais en fait, il était tout seul, hein, sur l'affiche. Ouais. En train de te tirer dessus. Alors, c'est Robin des Bois, Prince des voleurs, Robin des Bois, Prince des cœurs. Malgré son mulet infâme, je crois qu'il va falloir parler des perruques et des cheveux parce que là, non, là, faudra en parler. Il y a plein de choses à dire, hein, sur ce film. On nous l'a réclamé, on se l'aurait réclamé toute seule, en fait. Hein. Oui, c'est pas une corvée, hein, on le fait de très bon cœur. De très bon cœur. Ouais, et vous verrez qu'on arrive à recouper sur beaucoup de Star Wars. On n'aurait pas cru, mais il y a plein de Star Wars là-dedans, donc c'est tout à fait logique qu'ils finissent dans notre playlist. Quelque part, oui, on trouve toujours... c'est une ressucée de légende arthurienne. C'est une légende fondatrice de l'identité anglaise qui s'est forgée durant le Moyen-Âge. Donc forcément, ça rejoint Camelot et compagnie. Non, c'est pas pour Camelot, hein, c'est pour le village des Ewoks médiéval. Hein. Je l'ai dit à ma moitié hier. J'ai fait, oh putain, calmez-vous les Ewoks, vous avez pas gagné la bataille. Hein. Ah non, mais écoute, t'imagines trop Anne et Léa dans les arbres. C'est exactement ça. Moi, c'est tout le visuel que j'ai, si tu veux. Et en dehors des Ewoks médiévaux, là, il y a aussi l'un des acteurs qui prêtait sa voix au chef des Gungans. Ah ouais. Ouais, donc... C'était quel acteur? Papa de Robin, Monsieur de Loxley, Brian Blessed. J'adore cette acteur. Il a pas fait une très grande carrière à l'écran. J'avais aimé son rôle dans la version d'Hamlet de Kenneth Branagh. C'est le pote de Kenneth Branagh, il a travaillé avec lui sur plein de choses. Il est également dans Beaucoup de bruit pour rien, Brian. Ouais. Et donc, oui, il joue pas longtemps là, et puis il joue dans le noir, et puis faut pas s'attacher à lui, mais... Il a une présence, ouais. C'est la voix de Bosnas, quand même. Non. Donc, si, comme quoi, tu vois, il y a des choses, hein. Ah putain, je t'avoue qu'on en a pas beaucoup profité de sa voix avec ma moitié, parce que sur Amazon Prime, on avait commencé en VO, et très vite, les sous-titres se sont mis à déconner, genre on avait 3 scènes d'avance, tu vois. Ça matchait plus, donc on a dû rebasculer sur la VF. Et ça, il va falloir qu'on en parle beaucoup. Parce que c'est vrai que quand t'as dit que c'était le film de notre jeunesse, à toi et à moi, forcément, on l'a vu en français, nous. Il y avait moins de diffusion en VO à l'origine, c'était moins... Ah ouais, pourtant je l'ai vu au cinéma peut-être 3 ou 4 fois. 3 fois, moi. Dans des salles différentes à Paris, et on me proposait pas de VO en 91. Hein. Tu vois, non plus. Et en fait, j'ai vu pour la première fois la version originale en préparation de cet épisode, et j'ai pas été déçue du voyage. Je comprends pourquoi mon conjoint, qui est anglophone, me chambrait à chaque fois que je lui disais que j'adorais ce film, parce que ça n'est pas la même expérience de vie. Pas du tout. Le dire. Alors, Christine s'en est un petit peu rendu compte pendant, disons, le bon gros quart d'heure. On l'a regardé en VO. Moi, je l'avais vu en VO quand je l'avais racheté en DVD, que j'ai revendu depuis. Et oh putain, j'ai vite abandonné. Je me suis dit non, en fait, ok, je le regarde une fois en VO dans ma life, mais
Ah, mais il faut pas. Donc, en fait, on va commencer à le dire tout de suite. Alors, c'est très rare qu'on ait à dire ça, mais ne jamais, oh non, jamais, ou alors faut avoir vidé quelques chopines, regardez ce film en version originale. C'est La mort de la loose de la fin du fin. Ils avaient fait un merveilleux travail de traduction, même en changeant des dialogues. Ouais. Ils ont gagné en profondeur et en qualité en français. Pas qu'en profondeur, ils ont gagné aussi en médiéval, hein, parce que le zéro médiéval, le what the fuck total de Nottingham, je crois que là, entre le fait qu'ils ont des acteurs, je veux dire le roi Richard qui est joué par un Écossais, l'accent qui te tue, alors que le type il parlait pas anglais, il parlait que français. Oui, on va revenir sur le vrai Richard Cœur de Lion, hein, parce que franchement, faut arrêter de... Bon, ça je te laisserai la partie machin, mais tu vois, moi l'accent, je vais le dire en tant que linguiste, non, il pouvait pas avoir son accent à rouler des airs, quoi. Il traînait pas à Édimbourg, Richard Cœur de Lion, quoi. Déjà, il est jamais monté plus loin que Londres. Non. Tu vois, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je suis même pas sûre qu'il soit allé jusqu'à Nottingham, tu vois, parce que c'est quand même au nord, hein, Nottingham, hein. Pas si t'en crois le film, hein. Il passe de Douvres à Nottingham et au mur d'Adrien en l'espace d'une journée de marche à pied. Le fait est que le mur d'Adrien était mal placé. Mais bon, ils ont fait l'effort d'avoir énormément de décors naturels, dont certains en France. Donc en plus, tu peux aller te taper certaines scènes du film, t'as pas besoin de prendre le Tous à Carcassonne, les amis. Ouais, oui. Et à d'autres endroits aussi, il y a 2 autres endroits en France. Puis bon, Kevin Costner, hein, oui, fatalement, il n'y a pas que le mulet, hein, ça c'est sûr que l'accent californien, puis sa vraie voix, elle a pas d'allure, alors que le mec qui double en français, il a une voix tellement sexy, motherfucker, tu vois, que c'est... Ah là, non. Le seul qui s'en sort, c'est Alan Rickman, parce qu'il avait une super belle voix, ce mec-là. Et... puis il est anglais, alors c'est justifié. Ça passe bien, tu vois, mais alors pour le reste, Morgan Freeman qui te prend un accent rebeu ou africain franchement moyen, tu vois, qui passe beaucoup mieux en français, c'est beaucoup plus subtil en français. Mais qui a une belle voix pourtant, Morgan Freeman, tu vois, où on parlait de Brian Blessed et tout, mais c'est vrai que non. Et même, tu vois, Petit Jean, moi j'aime beaucoup sa voix en français, je sais pas... Non, j'étais pas emballée, quoi. Ah non, il y a des trucs qui passent pas du tout. C'est rare hein, qu'on préfère pas la VO à la VF, mais là, franchement, on avait gagné au change avec la version française. Hein. On pensait qu'on avait vu, tu vois, bon, pour le coup, t'as le truc inverse avec le chic tabac et le Condor Millennium, mais là, les gars, non, il y a plein de phrases. Encore une fois, ils ont fait l'effort de te mettre, tu vois, du moult machin, enfin, tu vois, quelques mots qui sortent de son dictionnaire médiéval. Ouais. Mais là, c'est zéro. Bon, en plus, en rappelant le fait que t'as quand même un fuck qui est quand même prononcé. Bon, tu me diras, ça existait, hein, sûrement, ils utilisaient des gros mots, c'est pas alors, la question. Le mot fuck, je pense qu'il est pas attesté avant la fin du Moyen-Âge, voire la période moderne. Bon, là, c'est même pas pour le fait de niquer, hein, c'est vraiment en juron. C'est un juron, donc, ouais. Oui. Ouais, bon. C'est pas la seule erreur et le seul anachronisme. Je pense que t'en as listé quelques-uns, moi aussi. Mais bon. Faut pas être trop regardant sur la vérité historique ou archéologique, hein, parce que... non, mais on n'est pas venu pour ça. Non, c'est pas pour ça que ce film nous avait touché au cœur non plus. Ah non, clairement, mais je dois dire que même avec mon background de médiéviste, ça m'a pas gâché le plaisir même de ce revisionnage, même si, alors je dois le dire tout de suite en disclaimer, c'est un film que je n'avais pas vu depuis une bonne dizaine d'années, et oh putain, ce qu'il a mal vieilli. Oh la vache! Ah tu vois, moi, alors je suis pas d'accord avec toi, parce que les trucs qui me faisaient rêver enfant, même si j'ai pas le même regard, et du coup on a un regard beaucoup plus affûté et critique, parce que c'est ce qu'on fait sur la chaîne, et que depuis, toi et moi, on a vogué vers d'autres façons d'analyser les trucs, mais même, tu vois, les trucs qui me faisaient rire, ils me font toujours rire. Ce qui a changé dans mon regard, c'est qu'il y avait plein de trucs auxquels je ne prêtais pas nécessairement attention, tu vois, sur l'accent qui est mis sur le côté religieux, ouais. Et woke entre guillemets, ouais, mais c'était du woke, bon wok. C'était woke avant la lettre, mais c'était du bon wok. Oui, c'était du bon wok, le genre où tu fais des nouilles chinoises, tu vois, du bon wok. C'est exactement ça. C'était dans la même veine que Danse avec les loups, en fait, hein, cette espèce de notion d'embrasser la diversité et de voir que chaque culture a quelque chose à apporter et qu'on peut s'entendre malgré tout. Oui, mais là, c'était pas sorti de son cul parce que ça restait sur le côté, il venait des croisades, donc ouais. que tu puisses avoir ce choc culturel, on l'a vu dans le Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Il faut que je voie, toujours pas vu ce film. Ah il était plutôt bien celui-là. On a le Blu-ray à la maison, il faut juste que je me bloque une soirée pour le mater avec ma moitié, en fait. Hein. Ça ferait une continuité logique.
logique, hein, puisqu'on est sur les croisades. Moi, ce que j'ai surtout vu, c'est des trucs où ça me faisait penser à d'autres films, et ça ne l'a pas coloré de la même manière. Et non, ça n'est pas l'ascension de Skywalker, ça va. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même regard. Je m'en suis rendu compte en discutant avec ma moitié après le visionnage. C'est que des trucs qui passaient crème... Encore une fois, ça m'a pas gâché l'expérience, mais je me suis rendu compte que mon regard est différent, que j'ai d'autres attentes. C'est que au niveau du storytelling, il y a des trucs... qui m'ont pas fait sourciller les dizaines de fois précédentes où je l'ai vu. Et là, hier, pour dire c'est frais à ma mémoire, hier, j'ai fait non, mais là, non, en fait, j'étais obligée d'éclater de rire. Il y avait des trucs, c'était pas possible, quoi. Ah, bah, on a usé les cassettes, pourtant, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont too much. C'est-à-dire que le problème, c'est que t'as une confrontation entre plusieurs intrigues, enfin, plusieurs storylines, on va dire. Et par exemple, clairement, Alan Rickman et la sorcière sont une autre storyline. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur histoire, alors à fond des ballons. Ça, on va pouvoir en parler pour la production. Et puis les autres, ils sont sur une autre histoire, tu vois. Donc c'est vrai qu'au niveau des confrontations, c'est spécial. Ouais, bah c'est vrai que le shérif de Nottingham, il s'affirme... il est vraiment traité de façon grotesque. T'as l'impression que c'est un bouffon... pendant toute la première moitié du film, je dirais. Et puis, tu prends vraiment la mesure de sa folie et de sa cruauté à partir d'un événement, d'un tournant dans son histoire. Et là, il réoccupe le devant de la scène. Et tu vois à quel point il est tordu. Et c'est là que Alan Rickman, il a tout lâché, quoi. Et il a cabotiné pendant tout le film. Et je pense qu'on y reviendra sur les questions de prod, parce que ça faisait partie des prérequis pour qu'il prenne le rôle, qu'il puisse faire ce qu'il voulait. Ah bah, il a fait ce qu'il a voulu, oui. Et c'est vrai qu'il éclipse pas Kevin Costner, parce qu'à aucun moment je l'ai shippé avec Marianne, même si on a un villainous crush quand même. Mais avec le recul, il est vraiment, vraiment intéressant, ce shérif de Nottingham. Il a tendance à éclipser les autres. C'est le Hans Gruber de Nottingham, c'est surtout ça. C'est que tu sentais qu'il était quand même frais et moulu de la tour de Piège de Cristal, hein, quand même. Ah oui, c'est ça. Yippee-ki, motherfucker, tu vois. Attendez, ah bah tu imagines très bien Kevin Costner pieds nus dans les gaines d'aération du château de Carcassonne. Hein, y a pas de problème. À faire le point avec ses orteils sur les tapisseries de l'évêque. Ces conneries. C'est ça, pendant que t'as Azim qui attend dans la voiture avec un nounours géant. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, comment te résumer Robin des Bois, Prince des voleurs? Bah c'est Piège de Cristal, mais à l'époque médiévale. À peu de choses près, il y a de ça, ouais. Bah si, parce que tu vois Guy de Gisbourne, qui alors au passage a une voix de merde. Alors l'acteur, pour le coup, il avait une belle voix dans la version doublée, et l'acteur original, alors c'est une flaque d'eau. Et c'est incroyable parce que même quand j'avais vu The Crow en VO, ça cassait un peu le personnage, alors qu'il était assez charismatique. Wilcott, il a une gueule hein, quand même, hein, cet acteur. Bah oui, mais la voix non. Hein. Mais ils l'ont pas arrangé au niveau du maquillage. Et alors pour le coup, la voix qu'ils lui ont donnée en français, cette espèce de voix de soudard, machin, etc., ça colle mais tellement mieux que sa vraie voix. C'est un truc de fou. Encore une bonne raison de regarder ce film en VF. Ah, j'ai pas compris, moi, quand j'ai entendu pour la première fois, je disais, mais qui il est arrivé, prends ta pastille, je sais pas, faut sucer les bonbons lacrymogènes, Guy, hein. J'étais vraiment très inquiète, hein, parce que mais vraiment, c'est vraiment une flaque d'eau. Et presque, virtuellement, tu vois, ça pourrait être la blondasse qui traîne avec Hans Gruber dans Piège de Cristal. Je constate. La blondasse qui traîne avec Hans Gruber. Bah, tu sais, il a un ah, mais oui, celui qui se fait son loyal serviteur, là. Maintenant, j'ai une machine gun, ho, 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 et se fait buter. Voilà, qui finit pendu. Et ben, puis bon, t'as de la pendaison aussi dans ce film. Ça donne le ton pour cette review, je pense. Bah, elle a un côté un peu what the fuck, même si c'est un film. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'on a envoyé trop de choses positives, mais. On l'adore, attendez, non, on l'adore. On l'adore. C'est qu'on s'est pas encore lancé dans les trucs qu'on adore, mais on est obligé de reconnaître qu'il y a un certain nombre de problèmes, quand même. Alors, peut-être que hier, j'ai enfin réalisé que j'avais vu ce film il y a 31 ans au cinéma, et que ça avait été un de mes premiers émois de jeune fille au cinéma. Oui, pour Kevin Costner, un homme, une fois n'est pas coutume, même si j'avoue que les cheveux de Marie-Elisabeth Mastrantonio me font toujours autant d'effets. C'est la seule qui est bien coiffée là-dedans. Ah la vache! Ah, ça lui va trop bien. Bref, passons. Mais tu te dis 31 ans plus tard... Et c'était l'époque où tout ce qui avait trait à Kevin Costner, je découpais dans les magazines, j'avais des posters de Kevin Costner dans ma chambre, la moindre interview, le moindre machin. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Donc c'était vraiment...
Fallait faire les photocopies à l'école ou au collège. On se contentait peu, hein. T'allais au CDI avec la pour faire la photocopie de Kevin Costner. Ou tous les magazines destinés aux jeunes ou pour le cinéma. Moi, ce qui est très étonnant, c'est que j'aimais pas... Alors, tu vois, j'ai pas eu la folie Danse avec les loups. Ouais. Et puis c'est un espèce de blond aux yeux bleus, c'est pas mon type d'homme, hein, comme vous pourriez vous en douter à la limite, mais c'est vrai que j'ai été sensible aussi, et c'est peut-être pour ça que c'est le truc qui a plutôt bien vieilli, pour la raison pour laquelle on a tellement aimé ce film, c'est qu'il y avait un parti pris regard féminin, ouais, qui est évident clairement. et que tu vois encore bien, quoi. On n'a pas de torse-poil, mais on a de la chemise mouillée et on a du cul en vadrouille, hein, donc voilà. Je comprends très bien Lady Marianne qui est pas prude pour dessous, mais comment la blâmer Remontons, madame, ne regardez pas, madame, mais un peu qu'elle va se rincer l'œil. Mais tiens. C'était bonne blague. Non, mais Bichette... Mais que faisiez-vous ici? C'est Pau Prouret qui demande d'aller le mettre sa petite chemisette à Kylo, parce que je prenais un bain. Connasse. À ton avis? À ta demande en plus? Non, mais sérieux. Ouais, non, il y a plein de trucs à aimer dans ce film. Et je dois dire que des Robin des Bois, j'en ai vu plein d'adaptations. C'est rarement le top du top. Je dirais que celle-ci est dans mon top 3, avec la version avec Sean Connery, où il est vieillissant, voilà. Et la version de Disney, parce qu'il faut pas déconner, en plus. Et alors, surtout que ma femme m'y a fait penser hier soir, parce qu'elle me disait, mais en fait, la suivante de Marianne, c'est la grosse poule Mais oui, mais il y a pas que ça qui vient de Disney. T'as aussi la scène où il est déguisé comme un mendiant à côté de Marianne. T'as 2 emprunts à Disney qui sont évidents, quoi. T'as la suivante, effectivement, et puis t'as le côté où il est déguisé en mendiant... avec le bâton, le machin et tout, à la totale. Tu te dis, attends, bonjour le renard, quoi. Il manquerait plus qu'il y ait la queue qui dépasse. J'ai un visuel qui, pas du tout PG-13, mais bon, c'est pas grave. Elle est de l'autre côté, Aurélie. Chez un renard, je tiens à préciser. Non, mais c'est vrai, il y a ça, hein, c'est évident. Ah ouais, non, mais parce que ça nous a beaucoup fait rire, parce que moi, j'aimais bien le personnage de la suivante, la grosse badass, qui est loyale, etc., fine cavalière, enfin, au début, vraiment, sur cette rondouillette, elle est traitée comme une mocheté, machin, parce que la réaction qu'il a en la découvrant, en croyant que c'est Marianne, il se dit, oh, les années vous ont épargné. oui, mais visiblement... Ça, vous manquiez pas de nourriture chez les Dubois. D'ailleurs, ils sont mariés d'entrée de jeu, hein, t'as remarqué? Ça s'appelle Dubois, dis donc. Eh ben, Robin des Bois et Marianne Dubois, ça va envoyer du bois. Ah, j'ai oublié, non, dans mes top Robin des Bois, celui qui est sorti la même année avec Patrick Bergin et Uma Thurman, qui était beaucoup plus gritty et que moi j'avais bien aimé. Moi j'en aime aucun. Je sais que j'avais regardé, il y avait une série télé de la Loose qui était sortie, j'aimais bien la série télé de la Loose, bizarrement. Je sais pas, quand c'était sorti dans les années 2000, tu vois, à l'époque où t'avais les Xena, les machins et trucs, ils avaient fait une espèce de version vaguement sexy. Ah bah oui, en théorie, oui, il y a l'autre que tu m'avais recommandé parce que... Ah bah il y a Richard Armitage, comment te dire. Ouais, Guy de Guisemont qui est beaucoup mieux dans cette version-là que... Ah bah rien à voir. Ah mais rien à voir, c'est le seul qui est homologué, qui est certifié propre sur lui pour les Lucasfilm. Voilà, celui-là il est homologué. J'imagine, alors là pour le coup Kevin Costner, on l'aurait même pas calculé là. Oh bah non, s'il y a vu lui plus Alan Rickman, on n'aurait pas su où donner de la tête. Hein, mais je me rends compte qu'en fait, moi, tu dis, à part pour cette version, tu parles des différentes versions. Bon, évidemment, la Errol Flynn, je l'ai vu 25 fois, mais je l'aime pas. Mais je l'aime pas particulièrement non plus. Mais en même temps, tu dis Robin des Bois, tu dis Errol Flynn. Et d'ailleurs, j'avais vu un truc intéressant si on parle de prod, c'est-à-dire que après la version de 38, bah, t'as eu la Deuxième Guerre mondiale, et apparemment, il a fallu remiser pour les Américains Robin des Bois parce que c'était considéré comme apôtre du communisme. Donc en plein macartisme, il fallait plus rien faire sur Robin des Bois. J'ai halluciné quand j'ai vu cette info. Ah bah il redistribuait les richesses au peuple, donc oui, c'était un communiste. Alors que, bon, virtuellement, Robin des Bois, c'est un des personnages qui est le plus adapté entre les versions animées, les versions séries télé, les films, les pornos, les machins. Robin des Bois, t'en manges dans tous les sens, quoi. Je veux dire. Oh bah, je pense qu'il se tire la bourre avec, comment s'appelle, les Trois Mousquetaires, hein, ils doivent être au coude à coude. Oui. Hein. Oui, puis les Blanche-Neige, les Cendrillon, les machins, enfin, ça fait partie des trucs, tu fais les fonds de tiroir. Ah oui, je tiens d'ailleurs à dire que la dernière version de Robin, parce qu'il y en a une 2 après,
qui me fait date. J'ai vu celle que Ridley Scott a commise. Je l'ai vue au cinéma et j'ai cru que j'allais gerber dans la salle. Ça n'est pas possible. Voilà, donc je le dis. Et depuis aussi, il y a l'autre qui était encore plus épouvantable. Ah, j'ai pas osé y aller. J'étais au bout de ma vie avec... alors tu vois, comme quoi avec le Star Wars, parce que tu te retrouves quand même avec Krennic là-dedans. Ils sont habillés, que c'est vraiment pas possible. Enfin, il y a rien qui va. Je hais, mais fondamentalement, bon, là pour le coup, c'est du mauvais wok. Hein. Je déteste ce film. Il m'a fait. Et donc du coup, moi, c'est mon seul Robin des Bois en fait, parce qu'il y en a aucun vraiment avant qui m'a emballé plus que ça, parce que ça fait trop costume. Après, il y a rien qui m'a plu, exception faite peut-être du Mel Brooks Robin des Bois homme en collant, qui faisait la parodie de du coup la version Reynolds-Costner, et qui du coup me faisait rigoler parce que ça reprenait un peu de Errol Flynn, parce que Cary Elwes c'est trop le sosie d'Errol Flynn. Ouais, en moule bite, collant vert, moule bite, que nous on n'a plus osé faire ça depuis Thierry Lafronde, tu vois. Mais en même temps, il reprenait tous les ficelles et certains éléments du Reynolds-Costner. Ouais, bah oui, il est sorti l'année d'après ou 2 ans après, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est ça. Et donc, ça me faisait rigoler. J'ai dû le voir une fois, j'avais bien rigolé, mais bon, après Mel Brooks, c'est pas... Oh oui, c'est oubliable après. Pas ma tasse de thé. Et puis, le petit clin d'œil dans le premier Shrek aussi, qui était rigolo. Oui, à la joyeuse bande de compagnons dans les forêts, oui, bien sûr. Aux compagnons qui se font foutre leur race par la princesse Fiona, ça c'était bon. Oui, bah je dirais que si je devais... Après, j'ai grandi avec celle de Disney... Je pourrais pas isoler complètement celle avec Costner, même si c'est... Ouais, je te dis, mes premiers émois, c'est l'adolescence, quoi. Les hormones en folie et machin. Le problème de celle de Disney, c'est que tu voyais trop ils avaient été feignants sur la prod parce qu'ils avaient repris tous leurs cartons d'autres films. Ouais. Alors, ok, d'accord, Petit Jean, c'était Balou. T'avais K qui traînait là-dedans. T'avais les Aristochats qui avaient été pompés pour la scène de danse. Enfin, tu voyais vraiment les... je sais pas, vraiment, ils ont fait leur fond de tiroir, quoi. Ah oui, mais c'est vrai à minima. Pour certaines personnes, c'est vrai que c'est censé être le Robin des Bois définitif. Probablement un des plus sexy, c'est un renard, tu vois, Foxy, donc voilà. La Marianne était chouette. Elle était bien, la Marianne, et sa... et sa suivante, la poule badass. elle était vraiment chouette. Bah, elle était moins quiche que... Ah, c'est très, très curieux parce que celle interprétée par Marie-Elisabeth Mastrantonio, que moi j'avais vue dans Abyss quelques années avant et qui m'avait fait très forte impression parce que c'était vraiment un personnage fantastique. Et là, il y a des moments où elle est très cruche, tu te dis mais mon Dieu, on dirait une ingénue drama chinois. Et d'autres moments où elle est super badass, elle est hyper digne et des fois tu te dis c'est pas la même nana en fait. Et je trouve qu'elle est pas très très bien écrite, si ce n'est que c'est notre proxy à nous, Midinette, pour avoir une relation avec Robin des Bois, quoi. Pour moi, c'est à la fin qu'elle devient... C'est-à-dire qu'elle est très bien... Effectivement, t'as raison, on la présente en... badass, c'est la première introduction de Tua, ça n'est pas cohérent avec le reste, mais en même temps j'aurais pas voulu qu'ils nous en fassent qu'on a maintenant en prototype de justement c'est comme ça maintenant qu'on nous fait une Marianne systématiquement, maintenant les Mariannes faut qu'elles soient armes au poing, machin, etc. Ça devient too much avec ça. Par contre c'est vrai qu'à partir du moment où elle est emprisonnée là, alors là c'est plus possible, hein. C'est elle est la limite il faudrait qu'elle se torde la cheville et qu'elle ait cassé son talon. C'est Robin, la nana tu commences, elle est capable de foutre sa race au type, elle lui met un coup dans les boules et elle est plus capable de se défendre après à part vaguement d'aller trouver un bout de chandelle, tu vois, mais bon franchement non, là j'ai pas compris. Ah bah moi je suis pas d'accord, tu vois, je trouve justement qu'elle elle regagne en badassitude à partir de la scène où ils essaient de l'enlever parce qu'elle te chope quand même à main nue, lol, le poulet qui est en train de rôtir dans la... Enfin bon bref, et je trouve qu'elle se défend avec les moyens du bord, Quand elle fait sa tapisserie, oui, mais après une fois qu'elle est dans la avec, chapelle aussi pour le mariage forcé, elle lui balance un... Enfin, tout ce qui... Elle a à portée de la main, elle essaie d'aider Robin, elle balance un banc... Elle le crame avec une chandelle, enfin... Non, je trouve qu'elle fait avec ce qu'elle a sous la main, quoi, et... Ouais. Elle se défend bien, vu les circonstances. Ouais, surtout, moi, je trouve qu'ils lui ont plus écrit de dialogue, hein, ça devient un peu... Ah oui, tu vois, comme Ben. C'est Robin. Bon, bah, écoute, Robin... On dirait les derniers épisodes des Cités d'Or où les dialogues se résument à « Esteban, Taos, Sia !» T'en peux plus, quoi, à la fin, c'est pas possible. Parce que lui aussi, il est là « Marianne !» Bon, hein. Oui, mais alors les dialogues étaient un vrai problème et c'est bien pour ça que Alan Rickman était rentré dans la brèche. Parce que finalement, on n'a pas fait le pitch, mais a-t-on besoin de faire le pitch ? Non,
faut arrêter, là. Attends, vous l'avez tous vu, là, 30 ans, ce film, et... C'est Robin des Bois, Prince des voleurs. C'est Robin des Bois, quoi. Bah si, parce qu'il y a quand même une réécriture de... Le fait est que ça faisait partie du truc qui était bien aussi, et qui changeait, et qui apportait un peu de sang bon dans l'histoire. C'est-à-dire que c'était le fait de repartir des croisades... Ah ouais. D'introduire un élément étranger, donc qui était un regard finalement étranger par rapport à l'histoire, et donc d'avoir cette confrontation des cultures, et puis que, quand tu parlais de Errol Flynn, c'était très propre sur eux, et là, on partait sur justement un côté plus gritty, parce qu'ils sont dans la boue, les vêtements font plus authentiques, entre guillemets, mais en tout cas, ça fait pas costume de théâtre moule boule Peter Pan, quoi, tu vois. Non, c'est sûr que t'as la sensation qu'effectivement, ils vivent dans la boue, ils transpirent, ils puent. Ils sont en décor naturel, pas dans des studios relous avec une cage d'escalier, tu vois, à Hollywood. Je veux dire, franchement, il y a une cage d'escalier, une cheminée, quoi. Hein, et après, t'as 2 bosquets qui se battent en duel. Hein, je veux dire... Franchement, la forêt de Hollywood, c'est pas la forêt de Sherwood. Hein, Donc là, au moins, il y avait cet effort-là d'essayer de recréer cette ambiance-là. Bon, alors, c'est vrai que tout leur budget est peut-être passé là-dedans et moins dans les dialogues. Il est passé aussi beaucoup dans la musique, mais ça, je pense que tu auras l'occasion de le replacer après, parce que ça, une des meilleures bandes originales dès le générique, jamais composées. T'es happé, hein, franchement. Ah bah oui, c'est plié. Pourtant, c'est déjà, dès d'entrée de jeu, t'as un anachronisme, mais néanmoins, il y avait cet effort de vouloir ancrer dans une réalité qui est les Normands et enfin l'invasion de l'Angleterre par les Normands. C'est vrai que les histoires de Robin des Bois normalement se devraient, il y avait des versions qui avaient été faites, s'articulent autour de la question d'une guerre entre les Normands et les Saxons. Et ben les Normands, oui, parlaient français hein, fatalement, et les Saxons, parlaient saxon. Mais en fait, tu veux, il aurait fallu ce générique-là pour la version avec Uma Thurman et Patrick Bergin, où là effectivement ce clash entre les Normands et les Saxons. Les Normands qui sont là depuis plus d'un siècle, hein, quand même, il faut le dire. Oui, oui. Enfin, il y avait encore des poches de résistance, etc. L'intégration, la mixité n'était pas encore complètement consommée, y compris au niveau de la langue, de l'architecture, enfin, de tout, quoi, des familles. Après, Robin des Bois, au début, il était censé avoir vécu... Enfin, les premiers textes nous le placent sous le règne d'Édouard Ier ou Édouard II d'Angleterre. Donc fin 13e, début 14e siècle, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Puis c'est après qu'on l'a placé sous... C'est au 16e siècle hein, qu'on l'a placé sous le règne de Richard Cœur de Lion. Donc fin 12e. Puis après, ça a été entériné par, évidemment, Walter Scott avec son Ivanhoe, qui l'a encore plus popularisé. En fait, il aurait pu vivre, s'il avait existé, du 12e au 15e siècle presque, enfin, ou en tout cas au 14e. En fait, il y a toujours eu des versions de Robin des Bois, c'est un vrai... c'est un archétype. Tu le retrouves pour le coup, des masqués dans les séries chinoises ou dans les séries coréennes, t'en vois plein. Hein, Bon, là, Robin des Bois n'est pas masqué, mais c'est le principe, quoi. Il a une capuche. Oui, mais c'est ça, il a sa capuche, mais c'est le principe d'être effectivement un rebelle de la forêt avec sa bande de machins qui défend les paysans, les trucs, les bidules. Bon. C'est le highwayman, mais qui reverse son pillage aux pauvres. Ouais, cette version de 91, elle a quand même... déjà, elle a fait un carton à l'époque où elle est sortie. Je me souviens qu'on était fous. La première fois que j'ai vu la bande-annonce, mais j'étais comme une folle, parce qu'il y avait des effets spéciaux qu'on n'avait jamais vus, avec les flèches, qui ont mal vieilli aujourd'hui. Mais on en reparlait hier avec ma moitié. Je dis, mais à l'époque, nous, on était ouf, quoi. On n'avait jamais vu des trucs comme ça. C'était la révolution. Et ça nous avait été bien vendu comme ça aussi. Donc, puis on n'avait pas ce genre de spectacle, justement, de fantaisie médiévale, quasiment. Enfin, il n'y en avait pas. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Ça a relancé ça. Ça a relancé toute la vogue de ces films historiques, justement, derrière les Braveheart, les Gladiators, les trucs. Parce que c'est... Et avec ce souci d'essayer de refaire une ambiance à peu près réaliste, gritty, machin, etc. Et des belles bandes originales aussi, si tu veux. Et c'est vrai que c'était un spectacle total, parce que tu avais un côté relativement familial, parce qu'il n'y a pas de cul, même si il y a des blagounettes, des machins, il y a du romantisme, mais bon, voilà, tu pouvais y aller, c'était violent, mais c'était pas gore au point que... Je trouve qu'il est moins violent que Willow, hein, par exemple. Voilà. Exactement, donc c'est vrai que ça pouvait aller avec cette ambiance-là aussi, avec ces films-là. Donc on te proposait ça. T'as le dernier des Mohicans qui est sorti l'année d'après. Oui. Enfin. Ouais.
Il y a eu une espèce de vague comme ça du film historique plus ou moins fantasmé, romancé, que nous on a apprécié hein, évidemment. Bah qui au moins laissait la part à la romance, j'ai envie de te dire, Ouais. parce qu'à l'époque c'était pas caca. Hein. Ils y allaient à fond, ils avaient peur de rien, c'était pas sale. Hein. Non, ils y allaient d'autant plus à fond qu'après tu te tapais l'hymne romantique. Qu'on a tous appris en cours de musique avec nos professeurs. Enfin, perso, on avait eu ça en cours de musique au collège. Hein. Ah, moi je n'ai pas appris ça, on ne chantait pas ce genre de choses. Ah, non, mais par contre, toi. moi je sais que tous les samedis, je regardais les Top of the Pop machin pour voir s'il était toujours numéro 1 et que je me repassais le clip avec les larmichettes en disant c'est trop beau. Bah pareil, parce qu'en fait, une fois que tu avais vu le film au cinéma et qu'il était plus dans les salles, avant qu'il sorte en VHS, etc., tout ce que tu avais à te mettre sous la main en termes d'images, de clips, c'était le clip vidéo de la chanson titre. Il n'y avait pas Internet, YouTube pour te faire les meilleures scènes, etc. Les versions piratées, ça n'existait pas tout ça à l'époque. Donc forcément... On vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'est exactement ça. Ah la vache, les vieilles biques. Ouais, mais c'est une réalité, c'est vrai, on n'avait que le clip à bouffer, t'as raison. Hein. Si tu voulais te faire ta petite picouse de scènes romantiques et de Kevin Costner et ses yeux de velours et son mulet, et bah t'avais que ça. Ouais, oh le mulet, putain. Ça m'avait pas choqué à l'époque, parce que c'était vraiment l'époque. Mais hier, j'ai fait, mais c'est tellement mal fait, mais c'est tellement moche, quoi. Ça te montre surtout qu'on n'était pas difficile à l'époque. Parce que franchement, on voit bien qu'il perd ses cheveux, en fait. Enfin, il commence à se dégarnir déjà, Pépère. Ouais, ah, c'est pas le perdreau de l'année. Alors c'est ça aussi, tu vois, dans l'écriture du Robin. Typiquement, le personnage, parce que ça aussi, c'était nouveau la manière de représenter Robin des Bois. Parce que normalement, Robin des Bois, tu l'as dit avec le Shrek, c'est ses joyeux compagnons. C'est un filou, c'est un renard, c'est un gueudin. C'est un jeune. C'est un jeune qui fait des blagouses et des machins, si tu veux. Il est bizarre, le Kevin Costner, parce que d'abord, Kevin Costner n'était pas tout jeune déjà quand il avait fait le rôle. On te le vend comme le jeune Jouvenceau. Le damoiseau. Le damoiseau. Alors moi, je veux bien, mais le damoiseau est pas frais, le damoiseau. En 6 ans de croisade, il a pris 30 ans, le mec. Ah, le mec, c'est possible. Tu vois, ça vieillit, c'est comme à Tatooine, hein. Tu vas dans ces zones-là, tu prends 30 ans. Bon, alors... En théorie, son expérience de croisade, d'emprisonnement, de machin, aurait dû te le ramener parce qu'on te le vend comme quand il était jeune, c'était un gros con. Donc, en théorie, cette expérience-là aurait dû déjà le rendre beaucoup plus sage, beaucoup plus bidule. Il revient, le type, il se prend encore pour le Jouvenceau bidule, ça reste un gros con. Ça m'attriste de le dire, car j'aime beaucoup ce film et j'aimais bosser encore une fois, j'avais le poster. Mais en fait, quand j'ai revu le film, je disais, mais en fait, Robin, du début jusqu'à la fin, c'est un gros con, quoi. Il est très orgueilleux. Et il le dit à un moment donné, quand ils se font attaquer par les Celtes et qu'il revient et que tout le monde est mort et machin, ou presque, il dit, Bondi soit mon orgueil. Bon, Azim essaie de lui remonter le moral, mais effectivement, il l'avait prévenu aussi en disant, c'est que des paysans, tu vas les entraîner dans un truc... qui maîtrise pas, quoi. Enfin, je veux dire... Non, mais c'est pas ça. Il reste ignare, un peu abruti. Le nombre de fois où j'étais en train de me dire, mais quelle truffe, ce Robin, tu vois, franchement. Enfin, je sais pas. Et c'est pas nécessairement lui le premier élément comique non plus. Il est pas, à part pour un moment où vaguement il prend la bagouze à une nana, là, c'est son moment vaguement un peu séducteur, parce qu'en théorie ça va avec. Robin, t'imagines, vraiment un filou, quoi. C'est le Arsène Lupin. Ouais, et quand il lui prend sa bagouze, j'étais en train de me dire, dans le même temps, elle a un diadème et elle a des boucles d'oreilles. Alors je vais te dire, j'espère qu'il a pas pris que la bagouze, hein, parce que franchement... Il fallait pas tout lui prendre, éventuellement les boucles d'oreilles, lui demander qu'elle les enlève toute seule, tu vois, mais on n'est pas des sauvages, mais ouais. Oh, je sais pas. Bah, il a un ressort comique avec Azim, dans ses échanges avec Azim et avec ses joyeux compagnons. Il y a des moments où c'est franchement drôle. Pour moi, Azim, ça a vraiment été la valeur ajoutée de cette version. Dans le sens où, effectivement, c'est un regard extérieur. C'était très intéressant de faire venir ce musulman dans l'Angleterre de ses ennemis, a priori, hein, des infidèles de son point de vue. Et il découvre l'Angleterre qui a bien changé pendant que Richard Cœur de Lion était parti. Et il se dit, putain, c'est quoi l'accueil? Heureusement, il y a de la verdure et il y a de l'eau. Alors ça, c'est sûr, c'est enchanteur parce que le mec, tu vois, il vient du désert. C'est vrai que dans la culture des pays du désert, bah, l'eau, les jardins, c'est hyper important. C'est des visions paradisiaques, en fait. Et à un moment, il le dit quand ils arrivent à l'espèce de rivière, de chute d'eau, là où ils vont devoir payer la taxe.
Il dit ah, j'ai jamais vu pays aussi enchanteur. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de vers dans cette galaxie. Mais il y a un peu de ça en fait. Il y a un peu de ça. Finalement, Azim, c'est le poisson qu'on a sorti de son aquarium. C'est le regard complètement exotique qui découvre tout en fait. C'était pas mal. Et puis ça fait de l'inclusion. Puis Morgan Freeman est tellement charismatique que c'était vraiment chouette quoi de le voir. Oui, et puis pour une fois, alors t'avais vraiment le côté inverse. D'habitude, c'est l'homme blanc salvateur dans la civilisation. Alors là, pour le coup, c'était radicalement différent. C'est pas souvent qu'on voit ça. C'est le type, il arrive, je te dire, alors il a inventé le fil à couper le beurre, hein, parce que du coup... Ils sont tellement cons, les autres en face, que ce soit le coup de la longue vue, le coup de la césarienne. Oui, mais alors, ça fait partie des anachronismes. Donc, quelque part, ils ont peut-être un peu forcé le trait, si Comment tu veux. ça ? Eh ben, parce que la longue vue et la césarienne, c'était pas pratiqué, si tu veux. Bah si. Bah non. Mais la césarienne, ça vient de César. Je suis pas sûre que ils pratiquaient ça encore, ça. Bah, je pense que si Avicenne était passé par là, hein. Attends, je vérifie. Avicenne consacre 3 chapitres de chirurgie dans son canon. Mais alors par contre, il le pratiquait soit sur des femmes qui étaient déjà mortes en couche pour essayer de sauver l'enfant, donc c'était la boucherie. J'allais te dire, tu survivais pas. Soit sur des juments, et c'est pour ça que je pense qu'ils ont pris la peine de faire dire à Azim, chez moi c'est comme ça qu'on délivre certaines juments. Ouais, mais alors là, comme ça a été pratiqué, je vais te dire, elle survivait pas. Hein. Bah écoute, ouais, mais après c'est Hollywood. L'idée, je pense que c'était vraiment de mettre en avant que les blancs ils sont obtus et que ils sont ignares. Là où à cette époque, effectivement, les musulmans étaient en avance. Oui, ça c'est sûr qu'il y avait un degré de raffinement. Ce qui est dommage, c'est qu'on l'a pas vu, tu vois, parce qu'on est parti des geôles fascistes. Voilà, donc on n'a pas vu ce côté-là. Finalement, il a pas vu, lui, on a l'impression, le côté raffinement. Qui est un petit peu peut-être dommage, je sais pas, j'en sais rien. Bah je sais pas, moi je trouvais que justement le mort avait le rôle des lumières en fait par rapport aux abrutis de chrétiens dans leur gadou. Le clash, c'était, lui, quand même, ça fait des décennies ou des siècles de science plus avancée qu'en Occident, finalement. Et il amène ça chez des bouseux, parce qu'on n'est pas à Londres, hein, on est en fin fond, quand même, du nord de l'Angleterre. Et, forcément, ils sont pas très au fait de beaucoup de choses, hein, ces gens-là, à l'époque. Hein. Pour la longue vue, petite correction, la longue vue en tant que telle apparaît au XVIe siècle, à la Renaissance, mais les musulmans avaient déjà des lentilles, donc des verres grossissants quand même. Ouais, donc c'est le truc qui montre là, c'est-à-dire qu'il est avec un étui en cuir et puis il met juste le truc. Il a eu le temps d'aller au marché, tu sais, sur le bazar avant de repartir en Angleterre, parce que c'est vrai que j'espère pour lui qu'il le cachait pas pendant tout ce temps-là en prison. Ah bah non, de toute façon, ils se sont équipés, quand ils ont quitté la Terre Sainte, ils ont dû faire un périple de plusieurs mois, de toute manière. Bah c'est pas la seule chose qu'il a ramené dans sa panoplie, hein, parce qu'il a quand même, t'as la longue vue, t'as la césarienne, et il ramène aussi la poudre noire des Tang. La poudre, parce qu'il ramène aussi la poudre des Chinois. Alors ça aussi, oui, certes, c'est vrai que elle avait transité par le Moyen-Orient pour être introduite en Europe. Donc, en soi, c'est pas déconnant. Mais c'est vrai que du coup, il amène beaucoup de choses. Le mec, il manque plus qu'il leur fasse des feux d'artifice derrière, tu sais. Ah oui, c'est vrai que c'était arrivé dans le monde musulman. Par contre, en Europe occidentale, c'est pas avant le milieu du XIIIe siècle. Donc là, on a un léger anachronisme parce que c'est tôt pour l'utilisation de la poudre. Il y a plein de trucs où c'est un peu tôt, ils ont un peu trop rajouté. Et puis comme en plus par ailleurs ils ont décidé de forcer le trait sur le satanisme, les forces obscures et les machins et les trucs, tu te dis bon, et que, allez, je vais le placer maintenant, il faut le dire. Et peut-être que c'est pour ça que j'aimais bien ce film sans le savoir, mais je pense que ce film a été écrit par des Monty Python. Pratiquement tout le film, c'est Sacré Graal, quoi. Il y a plein de moments où tu te dis, mais alors que ce soit t'as les 2 soldats, là. C'est les 2 qui sont là avec les fleurs à l'entrée quand t'as Lancelot qui va délivrer la mariée. C'est exactement la même chose. Tu vois, limite, c'est les mêmes décors, les mêmes machins, les mêmes bidules. Quand Robin, il est enfermé en prison au début, c'est les mêmes looks. Vraiment, et presque, virtuellement, c'est presque les Monty Python qui ont montré le côté sale gritty du Moyen-Âge avec Sacré Graal. Et t'as plein de moments,
Je te jure que j'avais l'impression d'être dans Sacré Graal, quoi. Même au niveau de l'humour, des trucs. Ça me l'a fait avec Frère Tuck pas mal. Ah mais j'ai halluciné, je te jure que les soldats, quand c'était pas les compagnons de Robin des Bois, c'était Mérine et Pipine là, il y avait comme ça des trucs assez curieux, et en plus quand tu sais qu'à l'origine, que c'est là qu'on peut peut-être placer le fait que ça a été un casting compliqué. Ouais. Très compliqué. Parce que normalement, c'était John Cleese qui aurait dû jouer Richard Cœur de Lion. Donc, la boucle des Monty Python est bouclée, les gars. Hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui devaient être là. Et donc, la seule personne finalement qui voulait vraiment, c'était Alan Rickman qui disait non. Alan Rickman qui avait pas fait grand-chose au cinéma, mais c'était un acteur de théâtre connu, reconnu pour les Anglais. Enfin, sa réputation n'était plus à faire. Déjà à l'époque. Oui. Mais moins connu du grand public. C'est vrai qu'après Piège de cristal, il était on demand, quoi, si tu vois. Ouais. Et il voulait Mel Gibson pour le rôle. Bon, il s'est rattrapé après Braveheart. Robin Wright pour Marianne. Donc là, pour le coup, tu partais, on avait vraiment l'impression d'être dans Princess Bride. Donc je te dis, il y avait un côté what the fuck de toute cette production. Alors comme elle était enceinte de Sean Penn à l'époque, elle avait pas pu faire le truc, donc il s'allait récupérer Mary-Elisabeth, qui pour moi est très bien. C'est une actrice solide. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une beauté conventionnelle, Mary-Elisabeth Mastrantonio. Elle a un visage qui est tout en angle, elle a des cheveux pas possibles. Je trouvais ça intéressant qu'on n'ait pas une blondasse encore. Bah oui, parce que Robin Wright, elle est trop belle, peut-être. Elle est très belle. Elle est peut-être trop belle pour le rôle. Puis peut-être qu'on aurait trop vu Princess Buttercup derrière, tu vois. C'était Buttercup. Hein. On aurait cherché le pirate et Inigo Montoya pendant tout le film, tu vois. Ah, c'est clair, tu as tué mon père. D'ailleurs, Robin Boxley, il aurait pu faire la tu sais, après tu vas mourir. Mais c'est pas loin, je te jure. Ah, mais oui. Je te dis qu'il y a une surimpression. On a même le bon gros géant avec Petit Jean et tout. Mais carrément. C'est effrayant cette histoire. Non mais ça pourrait. C'est vrai que ça a été un casting bizarre. Et finalement, Kevin Costner, il a été repêché 3 jours avant le début du tournage limite, tu vois. Ouais. Il avait même pas lu le scénario et tout. Ah, rien. Allez hop, toi tu vas faire Robin. Bah très bien. Prise de risque. Alors, comme il avait déjà travaillé avec Ryan, comment il s'appelait le réalisateur? Non, Kevin Reynolds. C'était deux Kevin. Kevin Reynolds, ils avaient déjà les deux Kev, ouais. Ils avaient déjà tourné des trucs ensemble, notamment sur Danse avec les loups. Du coup, c'est pour ça qu'il a pensé à Kevin Costner, qui est pas un choix évident parce qu'il commençait à se dégarnir. Il était pas gros, mais tu le voyais son menton déjà s'empâter. Il commençait à être un peu vieux pour le rôle aussi. Et alors sa voix de merde, son accent de Pasadena là, c'est juste pas possible. Je m'appelle Robin de Loxley. Oh la vache. Tu l'imagines avec l'accent? Bah, ça me fait penser, quelques années plus tard, ils ont fait pas la même avec Aragorn. Mais bon, Viggo Mortensen, physiquement, c'est déjà autre chose. Bah, Viggo, il est capable de prendre plein d'accents. Il parle je sais pas combien de langues. Ah ouais, c'est un vrai caméléon. Hein. Je pense qu'il a encore un autre panel par rapport à Kevin Costner, qui est un acteur très très correct, très solide, encore une fois, mais... Bah, qui a quand même récupéré le Razzie Award pour le rôle. Hein. Ah ouais, je me souvenais plus de ça. Bah, oui. Tandis que Alan Rickman, il était nominé, alors que il y va à fond. Et c'est vrai que Alan Rickman avait dit non, et il a fini par dire oui, bon, je sais pas, peut-être pour aider des copains qui étaient dans la merde, mais en disant ok, d'accord, mais comme tu l'avais dit avant, c'est ok, mais je fais ce que je veux. Et donc avec des copains, il réécrivait les dialogues le soir, tellement ils en rigolaient dans les bars. Tellement c'était mauvais. En disant c'est tellement mauvais, et donc du coup il y allait à fond, mais avec des trucs complètement improbables, et bizarrement c'est ceux que tu retiens le plus. Oui. Je vais te couper le cœur à la petite cuillère, et toi dans ma chambre 10h30, toi à 10h45 elle met une copine, quoi. Ouais, ça avait contrarié la prod qui l'amène sa patte personnelle, mais alors, pour le coup il cabotine à mort, et l'équivalent que je vois dans le cinéma français, ce serait le Gonzague de Lucchini, tu vois, dans la version de 97 du Bossu. Ah oui, je déteste Lucchini, mais son Gonzague il est truculent, tu vois, il est vraiment top. Donc, why not? J'imagine que ça les avait fait chier, mais en même temps... Et là, on se prend à regretter qu'Alan Rickman n'ait pas été embauché sur la prélogie de George Lucas. Ah, c'est vrai qu'il lui manquera toujours un Star Wars à Alan Rickman, du coup. Hein. Faut revoir certains dialogues. Au secours. Ce shérif-là, tu l'oublies pas. Il y en a plein qui sont passe-partout, tu les oublies, ils ont aucune odeur, aucune saveur. Mais lui, tu l'oublies pas. Il est trop, il cabotine trop, quoi, il est trop bien. Ah, puis comme les autres, il est mal coiffé, quoi. Ah, puis c'est un psychopathe, quoi.
C'est un psychopathe, alors en plus avec la sorcière qui possiblement est sa mère, on n'en sait rien, enfin bon, tu vois, il y a eu des théories là-dessus, et puis c'est bon, c'est ça, nounou, machin, mais ce truc-là, ce choix-là est complètement bizarre, quoi, d'être parti sur... Puis alors... Son côté Ku Klux Klan machin, et alors c'est vrai que ça participe à... Si ça avait pas été Alan Rickman, franchement ça passait pas. Parce que là pour le coup dans la réécriture de... Parce que c'est quand même un choix relativement couillu, hein, de décider qu'on va se passer de gens sans terre parce que Balek, et que donc la seule personne qui finalement risque de chouper le trône à Richard Cœur de Lion pendant qu'il est à faire autre chose, c'est le shérif de Nottingham. Qui est a priori, qui est même pas un noble ou rien du tout. Normalement, le shérif de Nottingham, c'est un larbin, quoi. C'est vraiment un larbin, c'est une charge. C'est ce tire-couteau, quoi. Hein, C'est une charge, hein. Il a pas besoin de... Il peut éventuellement venir de ce qui deviendra la gentry, mais il vient pas de la noblesse du tout, du tout. Donc, dire que le seul moyen d'usurper le trône... Enfin, je veux dire, Henri II Plantagenet, il en a semé des graines, hein. Il a planté des genêts, hein, c'est sûr. Donc, court-circuiter Jean sans terre... c'est complètement con, hein, tu vois, c'est aussi con que de le mettre en tant que régent du royaume pendant que Richard Cœur de Lion est parti faire le con en croisade, sachant que c'était pas lui qui l'avait nommé comme régent avant de partir pour la 3e croisade, quoi. Donc, mais au moins c'est son frère cadet et donc le prochain sur la liste pour hériter du trône, en fait. Donc, puisque Richard Cœur de Lion était vraisemblablement homosexuel, il y a eu déjà de son vivant des rumeurs. Des témoignages comme quoi ils partageaient le lit du roi Philippe Auguste. Ils étaient copains comme cochons jusqu'à ce que Richard Cœur de Lion le trahisse, en fait, et après c'est devenu une haine sans limite, quoi. Comme de deux anciens amants qui se seraient trahis, quoi. Écrivez les fanfics. Ah ouais, non, allez-y, hein. Il y a du slash pas possible entre le roi d'Angleterre et le roi de France, et donc du coup... il n'a pas eu d'héritier mâle, il a quasiment pas touché son épouse légitime, d'ailleurs il s'est marié très 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 tard, parce que Aliénor d'Aquitaine lui avait mis une pression de dingue, et quand Aliénor mettait la pression, je pense que ça le faisait à un moment donné sur ses fils quand même, parce que c'était une sacrée bonne femme. Mais le shérif de Nottingham qui épouse une cousine, mais faut arrêter, quoi. Genre, il va s'emparer du trône, mais... Non, mais c'est parce que c'était à destination d'un public américain qui connaît rien. Pareil, enfin, je veux dire, Sean Connery, quel âge il avait Alors, je vois bien qu'ils vieillissaient plus vite que nous à l'époque, mais enfin, 26 ans, c'est pas 60, hein. Faut arrêter les conneries. C'est 26 ou c'est 36 ? Ils devraient tous être beaucoup plus jeunes dans le casting, à commencer par Robin, parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de Damoiseau, 6 ans en croisade, il revient, il a l'âge de son père, quoi. Même Marianne, elle fait âgée, hein. Normalement, elle devrait déjà être une matrone entourée de bambins dans son manoir, quoi. Oui, mais comme ils sont tous vieux, si tu veux, ça équilibre, en fait. Puis ça nous choquait pas, nous, à l'époque. Hein. Mais attends, moi, j'ai 42 ans pour Richard. Parce qu'il est né en 1157 et il est mort en 1199. 1157. Ah oui, t'as raison. Non, il a été duc d'Aquitaine pendant 26 ans. Il est mort à 41 ans, tu as raison. En France. Autant pour moi. Oui, bah de toute façon, il a dû passer quelques mois dans sa life en Angleterre. Il a jamais été là. Comme tu l'as dit, il avait même pas appris l'anglais, quoi. Non, il a passé 6 mois pendant ses 10 années de règne. Après, je sais pas quand il était plus jeune, mais il c'est vrai que... Il est né en Angleterre, mais... tu vois, c'est ouais, pas... mais il est mort en France et il est enterré en France, quoi. C'est vrai que si tu veux aller rendre visite à Richard Cœur de Lion, on rappelle que il y a 3 endroits pour y aller. Donc, t'as Fontevraud pour la partie principale. Sinon, il doit y avoir le foie, la rate, le cœur, les pas quoi, dans d'autres endroits. Il y en a un... Il y a le cœur à Rouen. À la cathédrale de Rouen, tu dois avoir le cœur. Normalement. Puis là, à Charroux, non, là où il est mort, non, à Chalut dans le Limousin. Ouais. C'est Chalut. Ouais. Alors c'est oui, il est dans le coin là, oui. Hein. Mais ouais, tu as raison, il est mort à 41 ans. Bon, ça matche quand même pas avec l'âge de... Non, bah il avait plus de 60 ans, Sean Connery pour le rôle. Alors comme tu l'as dit, je pense qu'en dehors du fait que c'était un grand nom, il y avait aussi le fait qu'il avait joué il était pote avec Kevin Costner. Déjà, il était pote avec Kevin Costner depuis Les Intouchables. Il avait joué Robin des Bois quand... vieux. La Rose et la Flèche. Exactement. Avec Audrey Hepburn de Richard Lester. Et je voulais déjà c'était déjà dur de les voir vieux, etc. Moi, je trouvais trop tristoun ce film pour être complètement emballé par ce film. Pourtant, tu vois, c'était avec des gens que j'aimais bien. Et donc, il a accepté uniquement parce que on lui a donné 250 000 $ pour faire 2 minutes d'apparition. Il est même pas crédité au générique, ce qui faisait que c'était la surprise pour tout le monde finalement parce qu'on savait pas qu'il était dedans. Donc, c'est vrai qu'à la fin, tu dis oh là, c'est une connerie, mais c'est
ce Sean. Et en fait, il a tout donné à ses associations, ses entreprises de charité. Ouais. Il a donné tout son cachet, il a versé tout son cachet, ouais. Pour les causes libres et indépendantes, probablement. Alors c'est vrai que ça fait un Richard Cœur de Lion qui a de la gueule, mais Richard Cœur de Lion qui a un accent écossais, encore une fois, il manquerait plus qu'il le fasse arriver avec le kilt, tu sais, et les cornemuses. Il serait arrivé en parlant français, hein. Bah oui. Parce qu'il a surtout protégé les lettres, les troubadours de langue Doyle. Et il parlait l'occitan aussi, hein, évidemment, grâce à sa mère. Parce qu'il a été duc d'Aquitaine, il a reçu ça en héritage de sa mère. Et encore une fois, il n'était pas de culture anglaise, hein, pas vraiment. Hein, et les Anglais l'ont quasiment jamais vu. Donc le bon roi Richard, ça a été romancé très très vite dans l'histoire nationale, mais dans les faits, il a eu un mal fou à rassembler les sommes pour aller faire sa croisade de merde, là. Et puis, il n'y a pas tant de nobles anglais que ça qui l'ont suivi, hein. C'était pas l'élan des 2 premières croisades, hein, pas du tout, hein. Par contre, il était très craint des Sarrasins, tu vois, c'était l'ogre Richard, il l'avait surnommé, parce qu'il avait fait un massacre dans les prisons en représailles du massacre fait par les Sarrasins sur les chrétiens. De toute façon, c'était chacun son tour, hein, dans la connerie. Et du coup, il avait fait tuer tout ce qu'il avait en prison de musulmans. Et apparemment ça avait vachement impressionné, ce qui fait que c'était un peu, tu disais genre un enfant qui arrivait pas à dormir le soir, qui était musulman, tu disais attention, il y a Richard qui va venir le soir, tu vois, le gosse il allait se coucher quoi. Après le roi Richard Cœur de Lion, il a plus d'une fois supplié pour avoir la vie sauve, hein. Faut le savoir aussi, hein. Il a passé du temps en prison aussi. Il s'est fait foutre sa race plusieurs fois et il a failli crever plusieurs fois, il a dû supplier pour avoir la vie sauve. Ensuite il a été mis en prison à la demande de Philippe Auguste, donc vraisemblablement son amant est conduit et trahi. Il a fallu que l'Angleterre, qui était déjà exsangue, réunisse une somme pas possible. C'est sa mère Aliénor qui s'en est chargée pour le libérer. Donc le bon roi Richard Cœur de Lion, il a coûté plus qu'il a rapporté à l'Angleterre, hein. Ça n'a pas été un règne tip-top en fait. Depuis, hein. Il leur a rapporté parce que en copyright, tu vois les gens qui sont fascinés par l'histoire de Richard Cœur de Lion. Bon, tu me diras que théoriquement, c'est plutôt à la France qui rapportera, parce que si tu veux aller encore une fois sur la tombe de Richard, tu vas à Fontevraud, où il est enterré avec Momon. Et Popa. Aussi. C'est pas un choix heureux, parce que vu qu'ils ont passé toute leur vie à se mettre sur la gueule, Aliénor et lui... faut dire, Aliénor, elle en était à son 2e roi, donc... Encore une fois, sacrée bonne femme. Bon, tu dis sur les sacrées bonnes femmes. Voilà quelque chose. Encore une fois, j'en ai désolée, ça part dans tous les sens, mais vraiment, ça vient comme ça vient. Voilà aussi quelque chose qui était rafraîchissant. Évidemment, maintenant, ça devient la panoplie woke. Mais c'était quelque chose que j'ai énormément apprécié, moi, dans le film. Ça faisait aussi partie du côté regard féminin, ou en tout cas qui se destinait aussi à un public de jeunes filles. Et c'est pour ça qu'on était probablement emballés par le film. C'est qu'il y a beaucoup de personnages féminins forts là-dedans. Tu as cité la suivante, qui est cavalière, qui protège machin, qui est pas justement juste la poule qui glousse. Hein. Encore une fois, c'est une... Elle est pas super écrite, mais je veux dire, c'est pas une demoiselle en détresse. Bon, Marianne qui présente au début pas comme une demoiselle en détresse. T'as la femme de Petit Jean, qui a un personnage, tu vois, qui dit à un moment, mais moi, je vais aller sauver mon fils. Je dis, mais non, t'es une faible femme, reste à la maison. Attends, j'ai mis 11 gamins au monde. Ta gueule, tu vois. Voilà, un truc comme ça. Et j'ai survécu à une césarienne sans anesthésie, ni... Alors ferme ta gueule. Ni même sans qu'on ait stérilisé quoi que ce soit. Donc là, en théorie, je suis en train de crever d'une septicémie, donc ferme ta gueule. Donc si tu veux... Donc il y avait ça, et en plus un couple qui était intéressant, enfin encore une fois c'est des personnages secondaires, mais le peu qu'ils donnaient, t'avais un vrai couple avec une famille et tout, même si elle a qu'un bébé au bras et un gamin, mais bon voilà, il y avait cette femme-là. Il y a un moment, il y a la petite fille qui discute avec Azim. Ah, elle est mignonne cette scène. Il y a beaucoup de choses qui passent par les femmes en fait. Donc rien que le fait, tu vois, même dans cette intrigue qu'on n'a pas nécessairement appréciée, il faut que t'épouses Marianne parce que c'est par sa lignée que tu vas pouvoir reprendre le trône, ça passe par les femmes. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes et oui, nouvelles pour l'époque, même si aujourd'hui t'as l'impression que c'est juste, c'est l'habitude parce on nous le fait parfois même trop entre guillemets, mais c'était pas trop et c'était pas mal fait, même si, comme tu l'as dit, et je suis d'accord, il y a quelques incohérences des fois dans la manière dont les personnages sont présentés et maintenus sur la durée. Parce que même l'emprise de la sorcière, c'est révolutionnaire, tu vois. Derrière chacun des hommes qu'on voit, il y a une nana quelque part.
ou presque. Bah même Richard Cœur de Lion, enfin ce que tu disais, tu vois, finalement c'est cohérent, même s'il n'y a pas Aliénor d'Aquitaine, mais finalement c'est son fantôme d'une certaine manière, Ouais. comme dans le dessin animé avec l'autre qui pleure sur son moment, bah finalement c'est pareil, c'est-à-dire les femmes, oui, et tu as raison, la sorcière... Même si c'est ridicule, c'est une femme qui est essentielle dans la vie, et si elle n'était pas là, le shérif, il serait pas là. Et ce qui est intéressant, c'est que la sorcière, c'est le pendant dans le camp des méchants de Azim dans le camp des gentils, en fait. Parce que tu as d'abord le père de Robin qui est accusé de sorcellerie, de satanisme, et qui est brûlé pour ça. Et ensuite, tu as le fils qui revient de croisade avec un infidèle, avec un impur, etc. Ce qui pose un certain nombre de problèmes quand même, hein. Faut pas se leurrer. Qui finalement est l'équivalent de la sorcière. D'ailleurs, quand la sorcière est mentionnée pour la première fois, Azim il fait « La sorcière !» Tu vois, il réagit comme ça, parce qu'ils ont l'équivalent dans la culture musulmane, avec les djinns, avec les shaitans, etc. Les gens qui pratiquent les arts noirs, ça existe aussi. Et finalement, c'est pas déconnant qu'elle dise « C'est l'homme peint, l'ombre de mes cauchemars qui va nous tuer ». Et finalement, elle essaie de l'éliminer, c'est lui qui... Et elle se tue connement, elle s'empale toute seule sur la lance, comme une grosse conne. Et après, elle ressort, on sait pas par où elle est passée, par le trou des chiottes. Par où es-tu passée, sorcière? L'autre, il est obligé de faire du rappel depuis le haut de la tour. Quand elle rentre, elle sort, machin. Personne n'a rien vu venir. Là, ça fait partie des trucs. Non. Oh, mais c'est tellement what the fuck. Pareil, Azim, il continuait à taper la porte avec la tête de la statue en plâtre, en styrofoam, je sais pas, mais... On l'entendait plus pour bien entendre les dialogues entre quand même, le duel entre Robin et l'autre. Puis d'un seul coup, la porte s'ouvre et il achève la vieille, tu vois. Non, mais arrêtez. Deus ex machina, c'est Azim ex machina, tu sais. Mais c'est un peu pour ça qu'il est là, hein, parce que c'est tout le principe, d'ailleurs, quand il arrive au début, c'est l'autre, il en veut pas, c'est un bagage supplémentaire. Il essaye de s'en débarrasser, l'autre, il dit non, je partirai pas tant que je t'aurais pas rendu service. Il y a plein de fois où il a l'occasion de lui rendre service, l'autre, tu dis, ça y est, tu peux éponger ta dette. Non, pas le moment. Donc effectivement, faut qu'il fasse le Azim ex machina à la fin, quoi. Pareil, le discours qu'il fait aux Anglais pour rameuter les troupes, etc. C'est un beau discours, il est très bien, Morgan Freeman, mais jamais de la vie, les mecs, ils se seraient mobilisés pour défoncer le tyran qui est plein de soldats et qui avait mis une pendaison en place. Faut pas déconner, quoi. L'étranger, il aurait pas rameuté les troupes pour aider Robin. Mais ça passe parce que de toute façon, tout est tellement gros dans ce film que tout passe. À un moment donné, c'est comme... D'où ça sort que Marianne, elle se déguise en ninja pour accueillir Robin. Elle le reconnaît pas pendant qu'elle est en train de couper les bois du cerf, là, ou... faut arrêter, quoi. Ah, mais il y a plein de choses, tu sais pas d'où ça sort. En fait, tu hein, te laisses emballer par les images et la musique. Et en fait, c'est vrai que quand tu revois... Comme tu vois, cette séquence Ku Klux Klan. Ah, bon. ouais. Alors déjà, ils les ont pas vus arriver. Genre, il y a 2 personnes dans ce château, tu vois. Il y a le domestique et donc Brian Bless, là, le père Loxley, là, qui est en train d'écrire de sa plus belle plume au roi Richard, revenez vite, il y a un complot. Bah, ça tombe bien, ils sont juste dehors. Donc l'autre, ils sont là, et je te jure, c'est le clan, quoi. Ils sont 12 000 avec leur truc. Tu ne les vois plus après. Et ils sont plus dans l'histoire. Je veux dire, pourquoi ils les ont introduits? C'est comme les chevaliers de Rennes. Faut pas les mettre si tu vas pas les utiliser plus tard. Et là, très honnêtement, pourquoi faire cette séquence-là où l'autre, il a un masque alors qu'après, il enlève son masque tout de suite, il servait à rien le masque. C'est typiquement, clairement. C'est là, c'est pour nous l'auditoire, hein, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Oui, en mais fait. alors... C'est naze. Puis alors l'autre, il sort tout seul avec son armure, son épée et son bouclier. Mais faut arrêter. Il a forcément des gens d'armes à sa disposition. Ils peuvent pas être que 2 dans un château. Ah bah ils sont 2 dans le château, hein, je te confirme. C'est complètement con. Un château qui n'a ni douve ni machin. Ouais. Bah, faut vous dire que cette scène-là arrive juste après, donc la sortie par les égouts des prisons de machin. Alors juste après la tapisserie de Bayeux, parce que du coup on est reparti du début. Ah. Donc t'as la tapisserie de Bayeux. Ok, nous on est très contentes, mais comme on disait... Tu la vois jamais d'aussi près, même dans les livres d'histoire de l'art. Hein. Moi j'avoue m'être repassé le générique juste pour voir des détails de la broderie. Hein. Bah, le problème c'est que, pourquoi, à part pour le côté, oui, on va vous raconter une vraie histoire, machin... Pourquoi ils ont mis ça alors que juste après t'es à Jérusalem, quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, fallait faire un truc avec les croisades. Puisque tu parles des croisades,
montre les croisades, pas l'invasion de l'Angleterre par les Normands. Ça a pas de sens de parler de la bataille d'Hastings alors que t'es en pleine croisade, si tu veux. Au niveau de la temporalité, c'est con. Donc tu te retrouves à Jérusalem, dans le moment que j'ai écrit dans mes notes, moment Aladdin. Parce que c'est clairement ça. Il manque un bout ou un tapis volant. Mais il y a pas besoin, t'as Pierre Dubois là à côté qui fait à bout, parce que je te jure, il y a même la scène de la pastèque de Aladdin. Oui. Alors, du coup, c'est Disney qui l'a piqué derrière, me sont restés en famille. Mais donc du coup, allez hop, je te prends la pastèque, je te la coupe en deux. T'as des beaux melons, hein, Robin, j'ai noté. Mais c'est pas possible. La sortie de truc. Non mais c'est vraiment. Dis n'importe quoi dès le début. Mais on est tellement bluffés par ce parti pris de nous les coller dans une prison, dans les prisons de Saladin à Jérusalem, parce qu'on n'a jamais vu Robin des Bois dans ce contexte. Le fait qu'il s'échappe avec un musulman, c'est plutôt ça que tu vas retenir, en tout cas quand tu le visionnes à l'époque. Et le fait qu'il partage tout et que Azim fait un vœu sur l'honneur de sauver la vie de Robin et que donc du coup ça va être son sidekick. Le truc que tu n'avais pas forcément anticipé et qui, encore une fois, est, à mon sens, la grosse valeur ajoutée de cette version-là. Oui, ça l'était. Et puis en plus, d'une certaine manière, c'est lui qui introduit le côté romantique de l'histoire, puisque la raison pour laquelle lui, il est en prison, c'est parce qu'il aimait une femme, il te le dit, machin, etc. Donc, finalement, c'est un petit peu... C'est presque le Cyrano. Ouais, c'est ça. C'est celui qui l'inspire à s'éveiller à l'heure, parce que c'est vraiment un gros con. Hein. Comme me dit Marianne en parlant de lui, c'était, enfin, d'ailleurs, c'est la servante à ce moment-là qui se fait passer par Marianne, mais c'était juste un détrousseur. Enfin, il détroussait pas les bourses, il détroussait les jupons, lui, tu vois. Il faisait juste le con avec son copain, les 400 coups, et aller culbuter des servantes, quoi, si tu veux aller plus loin, ils foutaient du GHB dans leur bouffe ou dans leur boisson. Ah, mais c'était une mauvaise graine. C'est terrible en fait, parce qu'à un moment donné, justement, quand ils sont sur le mur d'Adrien ou d'Antonin, je crois que c'est le mur d'Adrien, et il dit « Ah, regarde, c'est du Guy, bien des pucelles ont cédé à mes assauts grâce à sa magie. » Bon, en gros, tu leur as mis du GHB dans leur vin pour les violer, en fait. C'est ça. L'autre qui lui dit « Chez moi, on les charme avec des poèmes. » Bon, tu me diras, ça a changé, mais néanmoins... Voilà, parce qu'en fait, il est complètement fermé à la notion d'amour, au point que d'ailleurs, c'est ça qu'il a mis en bisbille avec son père, puisqu'il a pas toléré le fait que son père... Bon, là aussi, tu te dis, bon, alors attends, dans les réalités médiévales, que la plupart des femmes ne survivaient pas, et les mecs, ils se remariaient pratiquement avec des filles qui étaient de l'âge de, parfois, leurs enfants, bon... Admettons, mais néanmoins, il n'a pas supporté que son papa se refasse une vie avec une servante et tout, etc. Parti pris également intéressant. Donc c'est vrai que la question de Robin et de l'amour, c'est aussi un fil rouge. Ah bah c'est clair que de nos jours, si tu faisais le film exactement pareil, on dit, t'aurais une levée de bouclier, il est toxique, c'est un violeur, c'est machin, hein, et ils auraient pas complètement tort, parce que effectivement, mettre du GHB dans le vin, c'était pas nécessairement la méthode des jeunes nobliaux à l'époque non plus, tu vois, donc... En fait, c'est un personnage en rédemption, c'est comme ça qu'ils sont partis, surtout le personnage de Robin, ce qui n'est pas nécessairement la manière dont il était vendu avant Robin des Bois, en fait. Et c'est là que ça peut être intéressant d'avoir pris un acteur plus âgé, qui peut amener ça, même si Kevin Costner a eu des interprétations beaucoup plus péchues et nuancées et de plus haut standing, on va dire. Je pense notamment à Danse avec les loups, mais c'est pas le seul. Où là, en plus, il était à la réal, à l'adaptation du roman. Enfin bon, bref. Et c'était le projet avec ses triples, là, hein, pour le coup. C'est intéressant qu'il soit plus âgé parce que du coup, en croisade, il est censé avoir retenu 2-3 trucs. Il a ce discours sur la noblesse qui s'acquiert par les actes, qui le réconcilie avec son père, avec l'esprit de son père, et c'est en échangeant avec Marianne qui a ça. Donc ça c'est intéressant, c'est qu'aussi avec Marianne ils peuvent tous se dire, elle peut lui dire prenez un bain, genre tu pues. Ils arrivent à discuter de choses assez lourdes quand même, tu vois. C'est ces moments où elle est moins cruche. Dans ces moments-là, tu te dis, ok, il y a quelqu'un derrière les beaux cheveux bouclés qui doivent être un cauchemar à coiffer. Ça se coiffe pas des cheveux bouclés. Non, ça se lave et puis ça s'attache, quoi. Parce que oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre, bibiche? Tu peux pas brosser les cheveux bouclés. Même s'ils lui ont rajouté des extensions, je suis même pas sûre parce que c'est sa vraie nature de cheveux à cette actrice. Après, il y a peut-être effectivement de l'extension derrière, mais d'ailleurs, bon, pendant que t'en as coiffé, encore une fois, toute moche à part elle,
niveau des coiffures, c'est tout une galerie de perruques de l'horreur, hein, avec la permanente d'Alan Rickman et tout, c'est juste pas possible. Et quand c'est pas les cheveux gras... Ah oui, c'est ça, parce que j'allais dire, Christian Slater, il s'en sort mieux, sa coiffure est bien, mais ils ont les cheveux dégueulasses tous. Mais sa coiffure, ouais, enfin on voit Christian Slater, il sort des films, des teenage films... Genre Heather et machin. Et... Ouais, voilà, exactement, avec sa mèche rebelle. Et les costumes étaient jolis, ouais. Ah ouais. Moi, je les aime bien. J'aime bien aimer les costumes. Ils rendaient bien. Ouais. Ils sont pas forcément accurate, mais on s'en fout parce que les costumes sont bien foutus. En particulier ceux de la fin. Ouais. Ah, le mariage! Il y avait des gens qui se moquaient du mariage, mais même j'ai entendu des gens ricaner dans le cinéma quand tu la vois avec ses épis de blé. Ah, c'est super beau! C'est magnifique ce mariage en automne! Mais alors là, pour moi, c'est toutes mes couleurs, tout ce que j'aime. C'est magnifique ce mariage! Alors pour le coup, on s'en est encore mis plein les mirettes avec ma moitié parce qu'elle adore aussi l'esthétique à la fin, elle est. Rien à redire, quoi. Bah oui, ils se marient dans les bois, quoi. Ils ont fait tout leur truc, façon, on va vivre avec les Ewoks et tout, retour à la nature. Donc du coup, c'est totalement logique qu'était ce mariage champêtre, tu vois, en thème, le dress code était champêtre. Et ben, c'était très joli, je trouve ça très chouette. Les demoiselles d'honneur étaient très jolies. On devine la servante rondouillette dans... que moi je shippais avec Book, celui à qui elle met un coup de pied dans la gueule. Bah Mérine et Pépine là, ouais. Oui, effectivement. Je le shippais grave avec lui, forcément. Oui, alors Book, oui, parce que c'est pas pour l'odeur, c'est pour voilà, bon, ça fait partie. C'est vrai que même si il y a pas de cul, il y a une récurrence de blagues de cul là-dedans. Qui passe crème. Ouais, ça passe crème parce qu'en même temps, ils se font passer de l'hydromel façon tonton flingueur, tu vois. Bah, ça, c'est maintenu sur le côté, tu vois, joyeux compagnon. C'est-à-dire que forcément... c'est des rustres, hein. Même bah, lui, c'est oui. un rustre. Enfin, à commencer par le frère Tuck. Bon, encore une fois, pareil, je crois que c'est pas... c'est un anachronisme aussi, son ordre, son machin. Mais bon, voilà. Non, c'est un bénédictin. Je sais pas, j'en sais rien, mais bon, il est occupé à faire sa shopping, machin. Et on disait, c'est vrai que le côté religieux était important là-dedans, et ça se passe quand même dans un contexte de guerre du Golfe, cette histoire. C'était quand même pas banal d'avoir cette espèce d'esprit de tolérance au moment où t'avais quand même une crispation justement entre chrétiens et musulmans qui était marquée, quoi. Donc c'était... Bah, le film est sorti au début de la guerre du Golfe, ouais. Ils ont maintenu le calendrier, ils l'ont sorti, ouais. Ouais, bah c'était assez étonnant de partir là-dedans, venant plus d'Américains, si tu veux. C'était une production américaine. Et là, ils ont pas nécessairement le mauvais rôle, puisque le personnage, le seul personnage finalement qu'on a à fréquenter, est décrit de manière extrêmement positive, si tu veux. Donc ça n'enlève rien au fait que quand ils sont dans la geôle des musulmans au début... ils sont dépeints sous un jour violent, parce que c'est la guerre, hein, c'est la croisade. Et c'est vrai que le personnage d'Azim paraît beaucoup plus, encore une fois, éclairé, instruit que les Anglais. J'aime beaucoup l'explication qu'il donne à la petite fille pour dire qu'il est... Si Dieu l'a peint en noir, je trouvais ça très très mignon. Et puis c'est vrai que ce clash des religions, tu as aussi le frère Tuck, qui est très attachant, hein, parce que c'est un soifard, etc., mais qui a quand même un compas moral vachement bien orienté. Oui, face au prêtre. Face à l'évêque, qui est une pourriture finie. Mais c'est aussi quelqu'un qui admet ses erreurs et qui sait reconnaître une leçon d'humilité quand il en reçoit une. Typiquement, après la césarienne, l'accouchement de Fanny, où il avait essayé de monter Jean contre le mort, en disant qu'il allait tuer sa femme. Il lui dit j'ai appris une bonne leçon, allez viens, on va boire une chopine. Tu peux pas boire, c'est pas grave, pendant que tu te convertiras, je boirai. C'est ça, il a dit nous allons nous convertir l'un à l'autre, et en buvant quelques chopines, il dit mais moi je bois pas d'alcool. Ah c'est pas grave, tu me convertiras et moi je boirai. Et d'ailleurs, il y a le moment aussi où t'as Marianne qui visite le camp, oui, et il est en train de faire son l'éducation religieuse de ses ouailles, là. Donc il a oui, remercions le Seigneur qui dans son infinie intelligence et grandeur nous a appris comment faire la bière. Parce que manger l'orge ou le blé est à la portée de tous les imbéciles. Non mais pareil, quand il rentre dans Nottingham pour la scène finale et que l'autre est déguisé en lépreux et qui dit est-ce ton doigt là par terre et tout machin. Enfin, il a des répliques cultes, quoi.
Ouais, alors justement, pourtant dans les répliques cultes, moi j'aimais beaucoup sa dernière réplique, bien qu'elle vienne en coq-bloc, il y a beaucoup de coq-bloc dans cette histoire. Oui. Au moment du mariage, où t'es là, toi t'es contente, t'as la magnifique musique, t'as le mariage avec la chaîne de colombe et tout, et le bisou et tout. Déjà tu te fais interrompre pour une première fois par l'Écossais, bon, on reprend le bisou, merci. Et là, t'as frère Toy qui sort du saloir en mode oh, dépêchez-vous parce qu'il serait temps d'aller vider quelques chopines. Alors, et ben en anglais c'est pas exactement ça, c'est on va pas gâcher la célébration. Moi je préfère on va vider quelques chopines. Ah bah ça lui correspond vachement mieux. Hein. Mais même à un moment donné, ça m'est revenu en le voyant le petit morceau en VO hier, quand il demande à Azim, au moment où il essaie de faire sa prière près du mur d'Adrien, là, est-ce que la nana pour qui t'as été condamné à mort, il lui demande est-ce qu'elle en valait la peine. Et ça a été traduit, est-ce qu'elle était belle? Ce qui est beaucoup plus romantique quand l'autre lui répond « belle à en mourir ». Est-ce qu'elle en valait la peine? C'est un peu dégradant pour la nana. On est encore sur ce jeune mec qui troussait les servantes et qui accorde pas beaucoup de crédit ni d'importance au beau sexe, si tu veux. Contrairement à l'autre qui manifestement a mis une femme sur un piédestal alors qu'elle lui était pas destinée, qui était prêt à mourir par amour. Bah oui, parce qu'il essayait de pécho là, et la gonzeuse d'Aladin, il était avec Jasmine, je te rappelle. C'est pour ça. Il a raté son truc. Mais non, il est passé au tapis volant, il lui a soufflé sa gonzesse. Donc il a fini dans la geôle fasciste de Jafar. À cause du prince Ali, oui c'est bien lui, Ali. Ah bah, il était pas content qu'il drague sa gonzesse. C'est pour ça que quand il a vu le coup des pastèques, tu vois, il s'est inquiété. Mais est-ce qu'elle était belle en mourir? Alors, c'est les rares fois où t'as l'impression qu'il y avait vraiment un scénariste aux manettes, parce que c'est vrai qu'il y a quelques reprises ou quelques MacGuffin ou carabines de Tchekhov qui sont Il y en a plusieurs des carabines de Tchekhov. Quelques-unes qui sont bien fichues. Alors, il y a la dette, effectivement, de Azim. Avec le fait, ça devient un gag, d'ailleurs, comme on disait, c'est-à-dire régulièrement, il dit « Attends, je suis dans la merde, tu veux pas venir me dépanner ?» Non, c'est pas le moment, d'accord. Non. Je choisis quand je m'acquitte de ma dette. Exactement. Bah, c'est pas quand tu pries, c'est pas quand tu dors, c'est pas quand tu manges, je crois qu'elle allait dire « C'est pas quand tu chies, non ?» J'y pensais aussi, t'inquiète pas. Et bon, alors, il y avait celle de, effectivement, est-ce qu'elle est belle à en mourir? Je l'aime à mourir. Oui. Ça a été inversé quand le moment où Robin est finalement tombé amoureux et est prêt à se sacrifier. À se catapulter, en tout cas. À se catapulter, what the fuck, pour aller chercher Marianne, puis après de faire du rappel avec des machins. Bon, là, c'est du slapstick. Hein. T'es quand même dans un délire, franchement, Enfin, bon. Et alors, la carabine de Tchekhov principale, en ce qui me concerne, c'est la dague. La dague et la statue. Oui, la statue aussi, parce qu'effectivement, oui, mais la statue, c'est un petit peu un running gag. Ouais. Mais la dague, par contre, oui, c'est la vraie carabine de Tchekhov foreshadowing, parce que donc, elle est donnée dans l'église à Marianne par le shérif qui est pas encore en visée de mariage, mais qui se la taperait bien quand même. Oh bah, vu comment il la reluque pendant la messe, ouais. C'est clair. Il se la sauterait bien à Marianne, ouais. Bon, donc il lui donne une dague, donc j'ai tout un symbole phallique, machin, blablabla, ça se met partout et tout, garde-la avec toi. Donc il lui donne sa petite dague pour se défendre contre Robin, bon. Elle le donne à Robin quand il lui fait visiter le village des Ewoks en cadeau, parce que c'est une dague incrustée. D'ailleurs, le type qui est prêt à tout donner aux pauvres, quand ça vient de sa chérie, il se la met dans le calbut. On reste quand même. Oh, c'est la scène où elle est la plus cruche. Oui, mais parce que ça me dérange pas parce que elle est amoureuse et tout. On est cruche quand on est amoureux des fois. Ouais, et comme elle s'est rincé l'œil avant, elle est pas complètement naïve non plus. Non, parce que moi ça m'a touchée parce que elle est là, elle vient juste avant, elle était moins cruche parce que justement elle lui a même fait perdre ses moyens devant ses hommes et tout. Et donc finalement quand il lui montre les trucs, elle dit bah tu veux m'impressionner avec ton pognon, c'est pas le genre de la maison. Non. Et puis il lui plaît bien, donc elle veut lui donner cette dague pour ses bonnes œuvres. Et donc là, Kevin nous sort les yeux de velours, tout ça. Donc là, c'est plus trop se foutre. Ouais, non, j'y tiens pas et tout, mais si ça... ce moment, j'ai trouvé assez touchant et assez réaliste pour moi. Donc, il garde la dague parce que ça vient d'elle, donc il y a du détournement de fond quand même, dans le calbut, et donc elle sert à buter le shérif au cœur au moment où il détourne les yeux, alors que c'est lui qui a gagné le combat, et qu'à ce moment-là, elle arrive en chouinant, jupe à la main, oh Robin, du coup, ça a distrait son attention, stack.
pas très fair-play Robin, mais après tout, au point où on en est, vas-y. Et donc finalement, retour à l'envoyeur, ironie tragique, la dague qui devait servir à protéger Marianne, elle a fait son office, mais en fait, il s'est trucidé lui-même. Ouais, elle l'a protégé, mais pas du mec... Ça, c'était un élément qui était chouette. Ouais, une belle carabine de Tchekhov. Qui était bien maintenue. De bout en bout. Mais il y a plein de points forts dans le scénar, hein. L'action, elle est bien, même s'il y a des faux raccords, même s'il y a des trucs qu'on vieillit, l'action, elle est bien. Moi, je t'avoue, la relation avec le demi-frère... On s'en fout, oui, oh là là. Je préfère de très loin voir Fanny balancer des épées. Oui, non, là, c'était un peu exagéré, ouais. Parce qu'il y a des versions où Will Scarlet, c'est son neveu, par exemple. Ou un compagnon lambda dont il est très proche. Ça dépend des versions. Là, ils ont choisi d'en faire son demi-frère. Why not? Bah, ça permet de réintégrer la raison pour laquelle il était fâché, machin, gna gna gna. Puis du coup, ça recrée du lien avec leur père, finalement. Oui, puis ça explique pourquoi ça. Alors, il y a tout ce côté, c'est le traître, alors la trahison, machin, bon, voilà. Ouais, bon. Écoute, si tu veux. D'autant qu'en plus, il lui a chouré, parce qu'à un moment, il veut draguer il Marianne. reluque aussi sur Marianne. Voilà, exactement. Il lui offre une il rose. aurait bien aimé lui faire un tour de danse, et hop, il lui pique au passage. C'est vrai qu'il est pas très délicat, hein, le Robin. Ah bah, Robin... c'est que pour ma gueule. À peine arrivé chez les pauvres compagnons de la forêt, tu te considères comme l'un des nôtres? Non, comme votre chef. Votre chef. Bah ça va, les chevilles, va les mettre dans le ruisseau glacé, hein, parce qu'elles sont en train d'enfler. Et pourtant, il passe son temps à se faire bastonner. En fait, il perd quasiment tout le temps, quoi. En le revoyant hier, avec ma moitié, on était en mode, non mais de toute façon, son arme, c'est l'arc, en fait, c'est un archer. Au corps à corps, il est pas très bon au bâton, il réussit à vaincre Petit Jean par la ruse. Et il est pas très bon à l'épée parce que honnêtement, l'autre, déjà il a une lame supérieure, c'était l'épée du père de Robin, et en plus il fout sa race quoi. Il fout sa race à l'épée. Et vraiment, Robin c'est un archer, c'est un cavalier, c'est un archer, mais c'est pas du tout un homme d'épée en fait. Il est pas doué au corps à corps, dommage Marianne. Oh là, je pense qu'il saura où mettre son épée, hein. Je suis pas inquiète, il devrait avoir aucun problème à viser. Est-ce qu'il va toucher droit au but? C'est pas. 2 fois avec la même flèche. Les scènes de tir à l'arc étaient vraiment bien. T'as toujours ces montages que j'adore, que ce soit dans Rocky, machin, mais oui, l'agence touriste. Il est beau avec son arc. Quand il forme les pecnos, quoi. Puis les scènes de tir à l'arc sexy, ça marche toujours. Ah, ouais. Alors même s'il est pas en train de lui montrer comment tirer, mais le moment où elle est là en train de venir lui souffler sur l'oreille, chef kiss. Ouais. Ça, c'était vraiment... Et c'était dans le clip de Bryan Adams, donc on se le Bah, repassait en boucle. Mais attends, les scènes, pareil, le coup de la faire virevolter, machin, tout ça, oui, non, mais forcément. Puis le baiser final, alors, baiser final gâché, hein, en mode coq-bloc Ewok, je te dis, on reste là-dedans. Comme les Ewoks quand ils sortent sur le baiser final entre Anne et Leia, mais que viens-tu faire là, Wicked va mourir. Et donc là... Pareil, t'as le baiser final magnifique, et là ils te mettent le cadavre d'Alan Rickman juste devant. Et Ouais, là, j'avoue, ça c'était terrible, ça a fait ricaner ma moitié hier. C'est quand ce même. plan, ah oui, ce plan il est naze. Par contre, ce qui est appréciable, c'est que le premier baiser, c'est elle qui lui donne. Oui, j'ai noté, dans une scène hyper romantique avec Lac dans les brumes, on dirait les brumes d'aval. Ah, c'était beau. C'est magnifique. Oui, c'est elle qui fait le premier pas. baiser. Donc ça, c'est les moments où elle est moins cruche. Bah, c'est les moments female gaze, c'est ce que je te dis, Ouais. entre le fait que c'est pas Marianne qui se fait reluquer par, même si on voit, hein, elle lui plaît, machin, etc. Mais néanmoins, on a ce truc, elle le voit dans sa vulnérabilité en moment torse-poil Kylo qu'on va pouvoir nous placer là, parce que ce serait dommage de pas en profiter. De pas en profiter. On a même du torse Écoute. cul. On n'a pas eu l'équivalent dans Star Wars, mais faut pas trop leur en demander non plus. Non, quel dommage. Torse cul, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit torse cul. C'est une position à laquelle on n'avait pas pensé. Il est drôlement souple, Robin. Contorsionniste. Quelle souplesse. Oh my god. Bon, cul nu, vous l'aurez compris. Cul poil. Ça fait pas très joli.
Puis de loin, en plus, qui est un peu dommage aussi. Mais enfin, encore qu'il y a le moment où ça se rapproche, au moment où il refout son falzar sous la cascade. Bon, mais moi, je suis sûre qu'elle a 10-10 aux yeux. Hein, mais ils ont bien insisté sur son regard, le fait qu'elle soit un peu au début gênée, puis émoustillée. Ne regardez pas, madame. Un peu qu'elle regarde là. Ah bah, tiens. Elle n'a pas besoin de chien guide. Elle en perd pas une miette, la coquine. Bah, c'est pour ça qu'après elle est retroublée par Kevin les yeux bleus, si tu veux. C'est normal. Parce qu'elle peut-être elle repense à la séquence dans ce cul. Ça va poursuivre, ça c'est sûr. Encore une fois, c'est des scènes, comme on l'avait dit à propos de cette scène de Zalger, c'est des scènes tellement clichés, mais qui sont nécessaires. Il y a des clichés qui sont nécessaires. Si tu veux nous faire penser que ton personnage féminin est en train d'être attiré par, je dis pas que c'est la seule façon de le faire, mais c'est un bon moyen qui fait plaisir à tout le monde. C'est l'autoroute du bonheur, là. Hein. C'est quand même... Là, si tu veux être sûr, sauf dans le dernier Jedi, mais si tu veux être sûr, apparemment, mais si tu veux être sûr que ton auditoire a bien compris que la meuf, elle commençait à être émoustillée par le mec, et qu'il y a un désir féminin qui se met en place, bah, tu nous mets un truc où elle le voit nu, à demi-nu, où elle le surprend, voilà, et c'est bon, normalement... Il faut que ça se voit dans ses yeux, mais je pense que c'est ça le problème qu'on a eu dans The Last Jedi, c'est que ça se passait sur fond très très obscur, et donc que tu voyais pas nécessairement dans les yeux de Rey, puis vu la discussion qu'ils avaient, je pense que c'est peut-être là que peut-être on aurait peut-être pu être un peu plus littéral, mais... C'était déjà tellement gros pour du Star Wars que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis aussi quand tu fais du toucher de main. Bon, ça, pour le coup, on l'avait. Mais bon, il n'y en a pas dans Robin des Bois. Non, c'est pas trop du porno de la main dans Robin des Bois. C'est pas... Mais c'est pas grave. On a du toucher de main, porno de la main qui arrive très bientôt, qui est très bien fait. Ah oui. Non, là, c'est vrai que c'était pas... Ils sont un peu... les gros plans sont plus sur les flèches et les machins. C'est vrai qu'ils ont été un peu avares de ce côté-là, quoi. Les visages, et puis qui peuvent être en très gros plan, ça dépend. Et puis... Ouais, c'est resté très sage au niveau des mains. Mais bon, à un moment donné, il l'attrape par la taille quand même. Ah, c'est romantique. Attends, il y a plein de scènes romantiques. Oui. Il n'y avait pas photo quand le film est sorti. Quand tu vois la chanson qui l'accompagne, tu dis, bon, ok, les mecs, c'est pas un Rambo, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire, oui, alors maintenant, du coup, c'est vrai que tu peux le dire, même si elle était placée en intro, mais le fait est qu'en fait, tu te plais pendant tout le film, puis à ce moment-là, t'as, boum, la chanson qui déboule. Et là, ouais, t'es à fond. Et en plus, ce que j'ai trouvé chouette, c'était que la chanson, finalement, les paroles, elles viennent non pas d'un truc que Robin dit à Marianne, mais d'un truc que Marianne dit à Robin. Oui, je le ferai pour vous. Bah, c'est d'ailleurs elle qui donne le titre aussi à Robin des Bois, le prince des voleurs. Oui, donc ça passe par les femmes. Hein, ça passe par... Mais les femmes, elles sont l'objet de certains enjeux. Il y a des moments où elles sont privées de leur pouvoir de décision, elles sont obligées d'affronter la violence des hommes dans un monde d'hommes. Mais globalement... elles ouvrent leur gueule, on est au début des années 90, ça lance la tendance pour toutes les années 90, y compris sur la scène musicale, y compris, tu vois. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que dans la même... Disney va évoluer dans ce sens-là en même temps, va avoir Demi Moore dans plein de rôles badass, qui cassent pendant toutes les années 90. Ça annonce vraiment la tendance, quoi, pour une décennie entière. Donc ça, c'était plutôt cool. Tout en restant, ouais, voilà, ils nous en ont pas fait une ninja. Enfin, encore une fois, elle pouvait très bien ne pas s'en prendre à Robin. Elle passe plus pour une conne dans cette scène que pour une badass. Oui, en fait. Parce qu'avec les vrais, pour le coup, le gros plan des yeux était pas indispensable à ce moment précis. Quand juste après, elle réalise que c'est... elle aurait dû le savoir, mais il s'est annoncé, machin, elle avait eu le temps de l'observer dans l'obscurité pendant que sa servante se faisait passer pour elle. Enfin, je veux dire, elle passe vraiment pour une conne, quoi. Parce qu'il a pas changé énormément quand on te balance le portrait de lui quand il est jeune. Oui, c'est juste qu'il avait une coupe affreuse à la Guillaume le Conquérant, hein, bien sûr, mais... Ouais, il avait sa coupe au bol. Alors que lui, il est saxon, Loxley, hein, il est saxon, alors qu'elle, elle est de descendance normande, hein, manifestement. Ça, encore une fois, ça a plutôt été exploré dans l'autre Robin des Bois sorti cette année-là. Pareil, qui a plein de qualités. Puis Uma Thurman, alors là, pour le coup, elle est vraiment badass. Elle est encore plus badass dans cette version-là, en fait. Mais je crois pas qu'elle sera un jour à notre programme, parce qu'on a tellement d'autres trucs à voir que... C'est pas, disons, dans le top de la liste. Non. Loin de là. Il y a d'autres choses qui risquent de sortir avant. Un autre truc que j'avais noté par rapport à une sensibilité féministe, qui est bizarre, hein, parce que finalement...
c'est le film des Kevin, hein, parce que plein de gens ont soupçonné que Kevin Costner s'est mêlé de la direction, etc. Ils sont restés copains, les Kevin, jusqu'à Waterworld. Après, ça a pété. Je crois qu'il a évincé Kevin Reynolds à un moment donné pour finir le montage, et notamment, il a coupé des... Alors, c'est peut-être de la légende urbaine, mais il aurait coupé des scènes d'Alan Rickman pour qu'il ne lui vole pas la vedette. Ouais, c'est ça, mais voilà, mais ils étaient encore relativement potos, et plein de gens ont dit que voilà, il s'est mêlé de la direction. Bon, et ben néanmoins, bien que ce soit probablement pas écrit par une femme, et que ce soit des mecs à la direction, et qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont mêlés de l'histoire, c'est un film d'aventure avec des joyeux compagnons, et comme on a dit, pourtant il y a la part belle aux femmes. Dans le regard féminin, on avait dit, bon, donc c'est la femme qui manifeste de l'intérêt, du désir, qui fait le premier pas, blabla. Il y a aussi le fait, j'ai noté, que c'est un film où les hommes n'ont pas peur de pleurer. Oui. Ils chialent tous, de tous les côtés, que ce soit les gentils et les méchants. Même du Guy de Gisbourne, tu le vois en larmes quand il a pas pu faire le travail correctement juste avant de se faire buter. Non mais néanmoins, ils ont tous à un moment chialerie, quoi. Et c'est assez rafraîchissant aussi. On est dans un film d'action, d'aventure avec des héros et tout. Ils ont tous la larme à l'œil, quoi. Et tu penses pas qu'ils sont moins virils. Donc finalement, il y a une redéfinition de la masculinité qui est assez positive aussi. Oui, parce qu'ils vivent dans un monde dur et ils sont tous badass d'une façon ou d'une autre. Mais on ose montrer leur moment de vulnérabilité. T'as même Petit Jean, à un moment donné, qui a les larmes aux yeux. Alors certes, Petit Jean, il est question de tuer son fils. Will Scarlett, tous. Ouais. Ils sont émus, soit ils sont tristes, soit ils ont envie d'y croire, soit ils sont heureux. Enfin, il y a toujours un truc, quoi. Et bah, c'est bien de montrer que les hommes peuvent pleurer, même les hommes badass auxquels les garçons peuvent s'identifier. Et... Après, je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui sont identifiés à Robin. J'imagine que oui, mais moi, je l'avais reçu avec un regard tellement féminin, je n'en parlais qu'avec mes copines de classe. C'est sûr. Il devrait trouver un mec comme Robin. Ah, il est trop beau, je l'aime, il est trop beau et tout. Voilà, c'était... Et encore une fois, la voix française y est pour beaucoup. Hein. Ah, c'est clair. Moi, je te dis, je comprends que ça ait posé, que ça ait fait ricaner autant de... Tu vois, même les Américains, pourtant ça leur était destiné, mais que ça ait suscité autant de controverses dont nous, on était évidemment... ça nous est passé complètement dessus de la tête avec le doublage. Mais ça a vraiment crispé pas mal de gens, cette histoire. Que c'était pas crédible d'avoir tous ces... Bon, depuis, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement. Peut-être que c'était la première fois qu'on a vraiment des gens qui faisaient pas... Bon, Errol Flynn était néo-zélandais. Néanmoins, tous les acteurs là-dedans, ils avaient pas nécessairement des gros accents anglais. Enfin... C'est vrai que traditionnellement, on prenait... Ils essayaient de prendre quand même des personnages qui avaient l'accent ou qui faisaient l'accent, mais quand même, peut-être que c'était une nouveauté finalement de faire ça, et maintenant je pense qu'ils s'en foutent complètement, quoi. Ils s'en foutent complètement, oui et non, parce que regarde, je crois que c'est Kenneth Branagh qui a été un des premiers à avoir autant d'acteurs américains dans le casting de Beaucoup de bruit pour rien. Et ça avait fait couler de l'encre à l'époque. Oh putain, un Shakespeare avec des Américains, bah ils peuvent jouer du Shakespeare. Quand le Pride and Prejudice de 2005 est sorti avec Keira Knightley, le fait qu'il y avait Donald Sutherland, qu'il y avait quand même des Américains au casting, ça avait fait un peu grincer aussi. Maintenant, ça le fait moins au cinéma. Par contre, tu constateras que dans les séries médiévales fantastiques, on te fout quasiment que des Anglais, quoi. Regarde Game of Thrones, ils ont surtout fait leur marché au Royaume-Uni. Hein. Bah, ça reste les talons or. Hein. Même chose pour Le Seigneur des Anneaux il y a 20 ans. Alors, j'ai pas commencé à regarder les nouvelles séries... Les Anneaux du Pouvoir et machin, et la Maison des Targaryens, je sais pas quoi. Oui, ça reste des lieux de roast beef, hein, je te confirme. Oui, voilà, des acteurs, rien que Matt Smith, voilà, bon, je sais pas qui sont les autres, mais ça reste des Anglais, parce que les Anglais, t'as l'impression que même s'ils lisent Le Bottin ou la liste des courses, c'est du Shakespeare, quoi, c'est avec leur accent et tout. Mais ça choque quand même vachement dans Robin des Bois. La voix de Kevin Costner, elle est nasillarde, elle a jamais été très... Ça ajoute pas à sa virilité, quoi. Ah, c'est pas Adam Driver, non, n'est pas Adam Driver qui veut, hein, c'est sûr. Disons que ça participe pas de son image virile. Il est beaucoup plus séducteur en français. Bah oui, bah c'est triste à dire. On en revient finalement, on a rebouclé la boucle par rapport au début. On dit ne le regardez pas en anglais, jamais. Jamais. C'est quand même un comble. C'est sûr que tu es en train de parler d'une production anglophone sur un personnage éminemment culte anglophone. Ne pas le voir en anglais peut sembler
semblé dingo, mais non, c'est vrai que là, ils avaient fait un très beau travail sur le doublage et c'est définitif, voilà. Ouais. Tant que j'y suis, un petit mot sur la musique de Michael Kamen, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est une des plus belles bandes originales. Et on a été gâtés dans ces années-là. On a été vraiment, vraiment gâtés. Hein. Et là, je suis sur sa fiche et je me rends compte qu'il avait fait aussi les bandes originales des Die Hard. Donc le premier, Piège de cristal. Donc voilà, il n'y a pas qu'Alan Rickman qui a été repêché de Piège de cristal, il y a le mec qui a fait la BO aussi. C'est le Piège de cristal médiéval. Voilà. On s'en sort pas. Non. Mais à Carcassonne. Et oui, les 2 autres endroits, c'était dans le Calvados et en Moselle. Ah, c'est possible. Moi j'ai surtout repéré Carcassonne, en veux-tu, en voilà, sous toutes les coutures, plus quelques morceaux recréés en studio, parce qu'il y a des trucs que tu peux pas filmer à Carcassonne. Hein. Ouais, non, mais en fait, il y a beaucoup de lieux qui ont été... Bon, c'est vrai que là, pour le coup, quelqu'un qui est dans le paysage anglais, c'est que ce que tu disais au début, c'est un coup, t'es à... Bon, c'est pas Douvres, mais c'est pas loin. Enfin, en tout cas, t'as les côtes anglaises, 2 secondes après, tu te retrouves au mur d'Adrien. Donc c'est une partie en plus hyper connue du mur d'Adrien qui s'appelle le Sycamore Gap, donc où tu as l'arbre qui est bien placé. C'est vrai que c'est magnifique parce que sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt le mur d'Adrien en soi. Après tu as une scène qui se passe, l'église c'est à Londres, c'est St Bartholomew the Great. T'as je sais plus d'autres châteaux, la cascade c'est pareil, elle est pas au même endroit, mais au moins c'est des décors naturels en Angleterre, tu vois. Ils l'ont pas tourné en Californie, tu vois. Ils ont vraiment... Bah, tu le vois à la lumière, hein, de toute façon. Hein. Quand tu tournes en Angleterre, la lumière, ça trompe pas. Hein. Je veux dire, ils peuvent mettre des filtres, tout ce qu'ils veulent, mais t'aurais pas ces essences d'arbres en Californie. Si tu veux voir un truc en studio pourri, encore une fois, tu te fais le Errol, voilà, mais... Non, mais ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est que du coup, si tu veux te revivre ton expérience Robin des Bois, tu peux, quoi. Parce que... Et d'ailleurs, c'est ce que faisait Bryan Adams pendant le clip du... Oui. Le truc, c'est qu'il était dans tous les décors. Voilà, un coup là, un coup de... Bon. Et donc, tu peux aller dans la forêt, comme... D'ailleurs, il faudra qu'on se fasse ça un jour, toi et moi, qu'on se fasse la forêt de la rencontre magique de Taco Dana. Enfin, je pense que c'est un indispensable. Je me demande si quand on va aller à Londres, on va pas essayer de se faire, parce que j'y suis jamais à Saint-Bartholomew, je voulais y aller d'ailleurs. Je me demande si on va pas essayer de se faire Saint-Bartholomew, tu vois, pour dire pourquoi pas. Dans l'église de Robin des Bois. Tu peux très bien te dire, allez, je vais aller me baigner dans la cascade de Robin, je vais aller chercher Mérine et Pipine qui font du camouflage dans la forêt avec les Ewoks. Tu peux te faire tout ton parcours Robin des Bois. Sur les surnoms, Robin Hood, enfin voilà, c'est pas Robin des Bois, c'est Robin le truand ou Robin l'encapuchonné à la base. Hein, mais... Petite erreur de traduction en français. Enfin, excuse-moi, mais Robin des Bois, ça fait mieux que Robin l'encapuchonné, parce que t'as 2 doigts de Robin l'enfoiré, encore que... là, vu comment il est dans le film, oui, c'est pas loin de Robin. Ou Robin à la capuche, si tu préfères. Ah, cet enfoiré de Robin. C'est vrai qu'il n'est pas nécessairement très sympathique au début. Ce qui le rend sympathique, c'est sa relation avec Azim et le fait qu'il prenne le vieil aveugle sous... Enfin, qu'il soit gentil avec lui. Là, c'était aussi un truc qui était épique et chouette à regarder, mais qui n'était pas non plus réussi. C'est l'attaque du village des Ewoks. Avec les Celtes. Par des Celtes qui sortent de Brevard virtuellement, voir qu'ils avaient rien à foutre là. Alors encore une fois, les gens se déplacent très rapidement, c'est comme à Westeros, hein, tu sais, c'était en version rapide. Ça rendait bien et après tu sais que tu vas le revoir, tu l'as vu au début de Gladiator, tu le revois dans un certain nombre de films qui sont de la même mouture finalement, dans leur côté épique machin. Mais en fait c'est pareil, c'est comme le Ku Klux Klan au début, ça aussi ça te sort de nulle part, quoi. Ah bah oui, en même temps on est au mur d'Adrien. Bah t'es à Nottingham, t'es pas au mur d'Adrien, c'est bien ça le problème. Mais c'est pas grave, les Celtes ils se déplacent très très vite. Non mais c'est surtout qu'il y en avait plus déjà, enfin ceux qui nous sont présentés ils existaient plus. Ils sortent tout droit de l'âge du fer, c'est bon, c'est fini quoi. C'est pas grave en soi, mais c'est vrai que pour des maniaques de trucs historiques, ça peut être gênant. Hein. Moi, ça fait partie des nombreux trucs qui sont... Après, ça me choque toujours moins que le dernier Robin des Bois, où ils sont habillés avec des vêtements... avec du cuir cousu, que ce soit en pleine Fashion Week, et que tu vis dans une espèce d'Angleterre ultra cosmopolite, qui n'existait pas, quoi. Même s'il y avait du commerce et il y avait différentes... il pouvait y avoir des marchands venus d'Orient et des choses comme ça on le nie pas. Mais néanmoins, là, c'est pas ce qu'ils décrivent. Là c'est
c'est le communautarisme que t'as aujourd'hui. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Bah, c'est vrai que non, les Celtes à cette époque-là, ils n'existent plus. Hein. Et puis également avec des armes pas possibles, tu vois, même si... Bon. Ah bah les lames de Tolède, machin, enfin, il y a... Au niveau des armes et des armures... Alors, il y a eu un effort qui a été fait sur les armures, je dois dire. Non, mais là, ça va, je dis, par rapport à des trucs plus récents, où les mecs, limite, ils sont avec des bulldozers, tu vois. Là, c'est pas... Bon, ils ont des chevaux, ils ont des épées. Après, est-ce que c'est exactement l'épée? Tu vois, pas quand t'es un maniaque du truc, bon, parce qu'il y a tout un truc sur le fait de fondre des épées, et comme t'as dit, l'épée de... Enfin, c'est pas grave, et t'es pas venu pour ça, voilà. Là, je dirais que dans l'ensemble, c'est crédible. C'est tout ce qu'on leur demande. Bah, ils m'auraient collé un deltaplane Ewok, justement, là, j'aurais dit non, non, tu vois. Non, attendez, Leonardo, vous faites chier, là, quand même. Azim, je sais pas quel était son statut dans la société musulmane pour qu'il ait accès à vraiment les écrits d'Avicenne, la poudre... la poésie... la césarienne, ouais, voilà. Mais le fait est que en tirant un peu, ça va, ça passe. Ça te sort pas de l'histoire et c'est pas complètement déconnant. Pour une grosse production hollywoodienne, c'est pas gênant. On n'est pas sur une série historique de la BBC. Quoique, ils font de la merde aussi maintenant, mais bon, bref, c'est un autre débat. Bah oui, mais ça passe d'autant plus que, tu dis, moi j'en ai pas d'autres qui m'aient autant enthousiasmé. Ouais, il a de la gueule. Il a de la gueule ce film, quoi. Malgré tous ses petits défauts et des trucs qu'on repère maintenant, qu'on voyait pas il y a même 10 ou 15 ans, j'imagine. Enfin, en tout cas, moi, je voyais pas, mais on s'est tellement fait plaisir à le revoir hier. Et on s'est bien marré. Il y avait plein de blagues que j'avais oubliées. Je t'ai dit, moi, je trouve que l'humour a pas si mal vieilli. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a encore fait rire. J'ai rigolé plein de fois. Ouais, bah pareil. On s'est bien marré plein de fois. C'était souvent avec Frère Tuck, mais pas que. Souvent avec le shérif aussi, parce que, bah, à sa façon... Il est marrant, quoi. Ah, et bah, puis son souffre-douleur, son secrétaire, là. Oui, ah oui. Il a peur que celui qui prend les notes, oui, le clerc de notaire. Ouais. Il est grotesque et extravagant, mais il est réussi. Il est réussi, puis il est le reflet de son époque aussi. Puis il a eu le bon goût d'être un précurseur pour plein d'autres trucs, et puis de nous avoir vendu du rêve il y a 30 ans, et qu'on ait encore les paillettes dans les yeux à notre âge maintenant. Et puis d'avoir une bande originale, intemporelle. Intemporelle. Et oui, et encore une fois, un hymne qui continue de cartonner. Et je sais pas s'il y a des gens qui sont aussi énervés par ça que par l'hymne de Titanic. Moi, je t'avoue que je n'ai jamais saturé avec la chanson de Bryan Adams. Non, jamais. Et que là, je vais probablement encore passer le reste de la journée après l'enregistrement à le chanter du coup parce que ça va bien me le remettre dans la tête. Enfin, je pense que c'est le meilleur moyen de conclure finalement parce que c'était le générique. On vous laisse avec Brian et on revient. Moi je reviens au Monty Python. Brian, je sais. Bref. Bah, ça reste logique. Ça reste logique. Monty Pour un film qui finalement, si on le revend maintenant, eh ben on va dire que c'est la meilleure rencontre entre Piège de cristal et les Monty Python Sacré Graal, voilà. Le pitch c'est celui-là. L'union improbable quand même, hein. Hautement improbable. Mais ils l'ont fait. Inconsciemment sans doute, mais ils l'ont fait. C'est aussi improbable qu'un torse-poil, Aurélie. Non, qu'un cul-poil, pardon. Un torse-cul. Ah, le torse-cul. C'est aussi improbable qu'un torse-cul, voilà. Et tu dis torse-cul, faut bien le prononcer parce que t'es à 2 doigts du torche-cul. Non, rajoute pas, par pitié. Oh bah c'est gargantuesque, ça reste médiéval. Avec son torche-cul. Bon, sur ce, n'hésitez pas, comme d'hab, à partager vos impressions sur le podcast, sur le film en lui-même et ses sources éventuelles. Je n'ai aucune idée de ce que cet épisode a donné, tellement c'était vraiment... Ouais, c'était du what the fuck, mais on s'est fait plaisir, j'espère que ça s'est entendu. C'était comme l'histoire, on l'a dit, finalement c'était du what the fuck ce film, donc du coup c'est logique. Voilà, on a même pas essayé de mettre un peu d'ordre là-dedans, hein. On a lâché l'affaire très vite. Bah eux non plus. Non. Donc on l'a fait comme Alan Rickman, on l'a fait, écoute, on fait ce qu'on veut et on est nos limites, voilà. Donc on vous retrouve bientôt pour du contenu Star Wars chinois. Drama chinois. Ah, Star Wars chinois. Moi je dirais qu'on risque de les retrouver pour un contenu chinois d'abord. Hein. Oui, et du très lourd. Encore que, il est possible qu'on ait déjà sorti l'épisode chinois. Oui, parce que c'était tellement du très lourd, il est possible qu'il sorte avant. Tu vas être longue à le sortir. Ouais, il y a des chances. Bon, à très bientôt. À bientôt. Look into my eyes, you will see what
you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. So take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there all the time, all the way. Ooh. Look into your heart, baby. Yeah. Oh, you can't tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I would fight for you, I'd lie for you, walk the wire for you. Yeah, I'd die for you. You know it's true. Everything I do, I do it for